C'était rafraîchissant. La séance est ouverte. Mes chers collègues, nous poursuivons nos auditions du jour avec des sociologues spécialistes des questions relatives au travail et à l'emploi, dont les témoignages alimenteront utilement nos réflexions. Je souhaite la bienvenue à Monsieur Claude Didry, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, Madame Mélanie Guillon-Varche, maîtresse de conférence de l'université Évry-Paris-Saclay, et enfin Madame Danielle Linhart, directrice de recherche émérite au CNRS. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de prendre le temps de répondre à notre sollicitation. Je ne doute pas que votre éclairage sera précieux dans le cadre des travaux de la commission d'enquête. Je vais vous passer dans un premier temps la parole pour une intervention liminaire d'une dizaine de minutes maximum, puis nous procéderons à un échange sous forme de questions-réponses. Je vous remercie également de nous déclarer tous vos intérêts publics ou privés de nature à influencer vos déclarations. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes qui sont auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, mesdames, Monsieur, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Avec cette petite réserve que la vérité objective... Alors, excusez-moi, madame, ce que je peux vous demander, si vous parlez, c'est de mettre dans le micro, sinon ce ne sera pas enregistré. Voilà. Non, avec cette petite réserve qu'en sciences sociales, la vérité n'existe pas. Il n'y a pas de vérité objective qui soit révélée. Et chacun propose ses problématiques, ses hypothèses, les résultats de ses recherches, ses interprétations. Mais sinon, je veux bien jurer que je ne révélerai que mes interprétations. On voit bien la sociologie, et je ne vais pas rentrer dans le débat philosophique de qu'est-ce que la vérité, mais ce qui est le sens, c'est qu'on ne peut dire de vérité que ce qu'on pense être une vérité. Voilà. Ben, alors d'accord. Je vous en prie. Donc nous, voilà. Ben, je vous remercie et la parole est à vous. Peut-être commencer par Monsieur Didry, et puis après par Madame Guillon-Varche, et enfin Madame Linhart, si vous êtes d'accord de cet ordre. Excusez-moi, votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que c'est bon, là? Très bien. Mesdames, Messieurs les députés, merci pour cette invitation à revenir sur des terrains de recherche, malheureusement, ou peut-être heureusement, nous le verrons, aujourd'hui sous les feux de l'actualité. Je tiens à préciser que j'interviens comme sociologue des relations professionnelles et du travail, et cela me conduit à porter mon attention sur, d'une part, les cadres juridiques, dans leur production et leur mobilisation dans la vie sociale, et d'autre part, au travail comme activité orientée vers la réalisation de produits. Alors, mon intervention portera sur 3 points. Un retour sur les évolutions du droit du licenciement économique, un regard sur les faits sociaux, sur le fait social des restructurations et un diagnostic de schizophrénie des politiques publiques. Donc, j'en viens à une socio-histoire du licenciement en partant de cette catégorie de plan de sauvegarde de l'emploi qui, pour moi, marque un point d'aboutissement au terme de 60 ans de politique de l'emploi, qu'on la prenne, en le prenant dans son sens originel. En effet, cette catégorie part de la notion de plan social qui a été inaugurée dans les accords sur la sécurité de l'emploi de 69 et 1974 pour parler des mesures d'accompagnement des suppressions d'emplois sous la forme d'indemnités de licenciement et de pré-retraite, avant la grande loi, à mes yeux, subjectivement sans doute, du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social qui changent à mes yeux la donne. Elle dispose en effet que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés. Il devenait possible, à ce moment-là, et au vu de la jurisprudence qui résultait de cette loi, de parler de plan de sauvegarde de l'emploi, comme le fit la loi du 17 janvier 2002, dite de modernisation sociale, dans la mesure où la procédure de licenciement devait conduire à un véritable plan de reclassement interne des salariés. L'absence ou l'insuffisance d'un tel plan de reclassement pouvait conduire à l'annulation par le juge de la procédure de licenciement et, le cas échéant, à l'annulation des licenciements en résultant à la suite d'actions résultant
à la suite d'actions engagées par les comités d'entreprise. Et donc, cette législation de 1993, qui s'est appliquée pendant plus d'une décennie, a permis, à mes yeux, de stabiliser la part de l'industrie dans l'industrie nationale, de l'économie nationale, sous l'effet de l'action des représentants des salariés et de la prudence des employeurs. Cette situation législative, elle a été frappée par 3 ruptures successives à mes yeux. La première rupture, c'est une rupture introduite par la loi du 18 janvier 2005 qui introduit la négociation d'accords de méthode portant sur la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise et du plan de sauvegarde de l'emploi. La seconde rupture est celle de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail qui crée la fameuse rupture conventionnelle du contrat de travail. Troisième forme de rupture, si j'ose dire encore, entre la démission et le licenciement, avec aujourd'hui un rythme de 500 000 ruptures conventionnelles par an. Et puis la troisième rupture, c'est cette rupture que constitue la loi du 14 juin 2017, dite de sécurisation de l'emploi, qui bouleverse profondément la procédure de licenciement collectif en réduisant les délais de consultation du comité d'entreprise et en créant ce que l'on a appelé un bloc de compétences au profit de la juridiction administrative. La loi de 2013 opère donc un dessaisissement des comités d'entreprise au profit de la négociation collective et un dessaisissement du juge judiciaire au profit de l'administration et du juge administratif. Alors sur cette base, ce que je vous propose, c'est d'en revenir aux pratiques de restructuration qui s'appuient sur ces dispositifs issus en grande partie des 3 lois que j'ai évoquées. Et je voudrais peut-être contextualiser cette situation par ce constat dans la population active de ce que j'ai appelé le fait social du salariat, c'est-à-dire l'importance du contrat à durée indéterminée et du statut de fonction publique qui représente 74% de la population actuellement en emploi. Donc c'est un élément qui me paraît important pour évoquer cette situation et en arriver aux pratiques de restructuration. Le représentant de la CFDT, M. Guivarch, que vous avez auditionné, rappelait à juste titre, les plans de sauvegarde de l'emploi baissent continuellement depuis plus de 20 ans. Alors je ne sais pas si je l'ai là, non mais je le dirai plus tard. Et il évoque de nombreuses restructurations à bas bruit, qui signalent un fait social avançant silencieusement que le volontarisme politique ne réussit qu'à ralentir. Cela tient notamment à ce que, dans ce contexte de réforme intensive, la notion de plan de sauvegarde de l'emploi a changé aujourd'hui de sens en s'inscrivant plus que jamais dans une logique d'accompagnement des suppressions d'emplois et dans un ensemble d'instruments à la disposition des entreprises, ce qui conduit à parler plus largement, et comme le fait cette commission à juste titre, de plan de licenciement. Mais justement, ces licenciements sont à bas bruit, ce qui conduit à invisibiliser les licenciements économiques en résultant et à conduire à des congés de conversion et des dispositifs qui conduisent le plus souvent les salariés vers des formes salariales dégradées. Ces plans de licenciement, vous cherchez quelque chose, pardon. Ces plans de licenciement ne concernent qu'exceptionnellement des effectifs importants. Ils dépassent rarement les plus de 50 salariés, c'est ce que j'ai trouvé ici, c'est-à-dire on a le nombre de suppressions d'emplois moyens homologués dans les plans de licenciement, où l'on voit 68 pour la période 2018-2021, 86 2021, bref, vous voyez, il y a des plans moyens qui sont inférieurs à 100 en général, on pourrait atteindre, dit-on, pour 2025, un volume très important de plans de licenciement au vu des quelques 600 plans de sauvegarde de l'emploi dont on parle pour 2024. Mais force est de constater que nous sommes aujourd'hui loin, même si nous sommes dans une forme de déploiement assez intense des plans de licenciement, nous sommes loin des 2000 plans sociaux et des 600 000 licenciements économiques de 1986 et de 1993, record en la matière. En 2024, pour mémoire, et pour continuer sur les licenciements économiques, la DARES recensait, et on a ici les évolutions des licenciements économiques qui sont en bas, les licenciements pour motif personnel en haut, on voit que les licenciements économiques représentaient environ 25 000 licenciements par rapport à 300 000 licenciements dans l'ensemble. Alors, comment caractériser ce fait social qui se manifeste à travers cette pratique à bas bruit des plans de licenciement et pourquoi s'en préoccuper aujourd'hui ?
Eh bien, parce que cette pratique à bas bruit fait justement plus de bruit, dans la mesure où elle rompt avec la retenue dont ont fait preuve les entreprises sur le terrain des suppressions d'emplois, notamment dans un contexte post-Covid marqué par une forte reprise économique. De plus, il a été question, au lendemain de la crise du Covid, de réindustrialisation face au constat de défaite industrielle de la France, avec l'absence, par exemple, de vaccins issus de la recherche du pays de Pasteur, la pénurie d'éléments vitaux comme les masques, le gel hydroalcoolique, le Doliprane et aujourd'hui la pénurie chronique de nombreux médicaments. Et au-delà du domaine de la santé, c'est l'industrie en général qui a connu des pénuries de matières premières ou de composants indispensables à l'industrie automobile du fait de la complexité des chaînes de valeur. On a vu poindre alors la prise de conscience à travers le souci de rétablir un niveau d'activité industrielle, passé de 39% de la population active en 1970 à 11% en 2021. On a vu poindre une prise de conscience visant à réindustrialiser le pays, ce qui a conduit un léger frémissement dans l'industrie jusqu'à 2024. Mais pour la période de septembre 23 à novembre 24, la liste des plans de licenciement relevés par la CGT dans une liste noire des licenciements dont on peut voir ici la carte, eh bien, recense 208 PSE dans l'industrie et le bâtiment, 6 pour la banque assurance, 26 pour le commerce, 6 pour la logistique, 24 pour les hôpitaux et les administrations. C'est donc l'industrie qui domine l'actualité des PSE, même si les grands distributeurs et des banques comme la Société Générale ont annoncé des suppressions d'emplois de grande ampleur. Ainsi, ce sont des territoires entiers qui sont profondément atteints, soit par exemple le 20 février, cet article du Berry républicain sur le Cher secoué par les plans de licenciement, ou cet article du Monde le 21 février sur la Côte d'Or, la France qui se désindustrialise. Les salariés touchés par ces restructurations expriment un sentiment d'injustice, comme dans le cas de Forvia à Méru, où sont dénoncées la faiblesse des indemnités, 40 000 €, toujours les indemnités versées aux salariés, en regard des 180 000 € versés aux salariés d'une usine allemande du même groupe. Et puis, le fait clairement énoncé par une salariée de Forvia, que mon travail, dit-elle, part au Portugal. Et donc, ce fait social que désignent aujourd'hui ces plans de licenciement me semble en premier lieu résider dans la désindustrialisation. Et comme le montrent les économistes Axel Arquier et Thomas Griebin dans une note très importante du CPI en 2023, les plans de sauvegarde aujourd'hui, plans sociaux hier, ont des conséquences destructrices irréversibles en termes de destruction de savoir-faire et d'apprentissage collectif, et bien sûr en termes de risques psychosociaux. Alors à partir de là, la question que je me poserai, c'est de savoir si nous ne sommes pas face à un État schizophrène, dans une situation de déclin qui paraît à mains égards irréversible de l'industrie et qui accompagne cette pratique à bas bruit des restructurations que nous connaissons depuis 5 décennies. Et je voudrais pointer pour la dernière décennie une schizophrénie de l'État avec, d'une part, une banque publique d'investissement, PPI France, qui est tournée vers l'industrie et plus généralement le secteur privé, tout en rejetant la prise en charge des canards boiteux et en fustigeant les effets du droit du travail. Et d'autre part, une législation du licenciement, issue notamment de la loi de 2013, centrée uniquement sur l'accompagnement des suppressions, et donc impossible aujourd'hui pour les représentants du personnel de discuter la stratégie d'investissement des entreprises, les procédures actuelles limitant drastiquement leur intervention à la simple négociation syndicale de mesures d'accompagnement des suppressions d'emplois en consacrant un dogme d'infaillibilité patronale. Ainsi, les représentants du personnel se trouvent privés de toute possibilité d'obtenir par la voie judiciaire la suspension, voire l'annulation de la procédure de licenciement, en l'absence de garanties sérieuses en termes de reclassement et de prévention des risques psychosociaux, au moment où la jurisprudence de la Cour de cassation établit l'existence d'un harcèlement moral institutionnel dans le cas des suicides de France Télécom. En conclusion, je voudrais donc souligner l'urgence sociale, mais aussi économique, dans laquelle cette épidémie de plans de licenciement plonge notre pays. Au terme d'une désindustrialisation qui en arrive aujourd'hui à une phase terminale, je ne peux pas me résoudre à ce que nous devenions
je cite mon collègue Philippe Askenazi, « tous rentiers, tirant nos produits industriels en France d'investissements lointains et ruineux en termes sociaux et environnementaux ». Et face à cela, il me semble que les conditions sont réunies pour proposer un plan complet de sécurité sociale industrielle qui pourrait être abondé par les quelques 140 milliards d'aides aux entreprises que dénombrait M. Darmanin dans un article aux Échos en 2018 et qui atteignent aujourd'hui aux environs de 200 milliards et qui opérerait avec une autre BPI qu'on pourrait appeler une banque paritaire d'intervention destinée à accompagner financièrement les représentants du personnel dans l'élaboration de propositions industrielles destinées à faire obstacle aux suppressions d'emplois. Je vous remercie, messieurs les députés et mesdames. Merci, Monsieur Didry. Je vais laisser la parole à Madame Guillon-Varche pour une dizaine de minutes. Par contre, Monsieur Didry, si vous pouvez couper votre micro pour laisser à Madame Guillon-Varche. Merci. Merci de me donner l'occasion d'évoquer mes travaux de recherche qui portent depuis le début des années 2000 sur le travail, mais par le biais d'un regard particulier qui est celui de sa perte, la perte d'emploi et ce moment particulier pour les salariés qui est la cessation d'activité, le licenciement. J'ai étudié plus précisément les licenciements collectifs qui ont eu lieu dans le cadre de plans de sauvegarde de l'emploi et j'ai fait le choix d'aller les étudier dans des entreprises florissantes d'un point de vue économique et financier et dans des secteurs de pointe auprès de salariés dotés des bonnes compétences qui étaient considérés comme les gagnants du monde du travail actuel. Et la question était de me demander pourquoi se multiplient des plans de réduction d'effectifs là où, a priori, on ne les attendait pas. Et aujourd'hui, même pour aller plus loin, pourquoi aujourd'hui ce n'est plus un sujet d'étonnement que de voir des plans de licenciement dans une économie y compris qui va très bien. Donc c'est pourquoi mon hypothèse centrale, que mes études de terrain sont venues confirmer, c'est celle d'une banalisation de licenciement. Alors banalisation que j'ai essayé de montrer à différents niveaux et qui rejoint le propos en partie le propos de mon collègue. Première forme de banalisation, elle est au niveau qui nous concerne aujourd'hui, au niveau politico-juridique, avec sur une quarantaine d'années, si on prend 1986, la suppression de l'autorisation administrative préalable pour un licenciement, 40 années finalement avec des moments d'accélération, ces 10-15 dernières années, d'une logique d'accompagnement et d'individualisation, une gestion en aval des conséquences, mais qui se détourne des causes en amont. Ensuite, une banalisation, deuxième niveau, qui s'articule aussi avec une banalisation économique. Et j'ai étudié à ce titre la décision de licencier de la part des décideurs, des chefs d'entreprise, des chefs de grands groupes, en montrant la rengaine d'une rhétorique basée sur la fatalité d'un marché qui se devenait instable, qui est banalisé, qui est même une instabilité économique qui fait figure de phénomène naturel, et qui cache quelque part des choix stratégiques offensifs, à l'inverse. Enfin, une banalisation gestionnaire que j'ai étudiée en allant rencontrer des DRH, des cabinets de reclassement et tout un tas d'entreprises qui pullulent sur le reclassement des salariés licenciés, qui mettent en musique, sans le décider, ces plans de licenciement et qui survalorisent ce qu'ils n'appellent plus licenciement, mais des formes de mobilité, ce qui contribue finalement dans leur discours et dans leur pratique à atténuer la violence sociale que constituent pourtant encore les licenciements, même pour ceux qui sont, encore une fois, les mieux dotés pour y faire face. Et je voudrais remarquer à ce titre, en lisant l'argumentaire de la commission d'enquête, que quelque part, on peut questionner le terme qui est employé de défaillance des pouvoirs publics ou de dysfonctionnement, parce que d'une certaine façon, il ne saurait y avoir de défaillance ou de dysfonctionnement, il me semble, car aujourd'hui, les licenciements ne sont plus un accident, mais sont devenus une nouvelle norme d'emploi, un outil de gestion parmi d'autres, et qu'à ce titre, finalement, le droit du licenciement qui a été mis en œuvre et les modes de gestion actuels dans les entreprises et plus globalement dans le système économique contribuent à fabriquer cette banalisation et à finalement, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui et non pas que ça dysfonctionne. C'était juste pour réfléchir sur ce thème de défaillance. Donc c'est une approche, qu'on pourrait le dire en deux mots, qui gère plutôt les conséquences et l'accompagnement en aval, qui est évidemment quelque chose d'important, mais en évacuant d'une certaine manière la question des causes plus structurelles. On parlait de restructuration à bas bruit. Le terme est aussi employé par des gestionnaires des ressources humaines, des chercheurs en GRH, de restructuration de croisière. On voit bien l'atténuation, là aussi, d'une forme de violence derrière un terme plutôt joli. Alors, dans cette optique, peut-être qu'on y reviendra, mais on peut s'interroger sur ce que peut le droit.
face à ces tendances lourdes. Car s'il est absolument primordial pour rééquilibrer des rapports de force bien déséquilibrés aujourd'hui entre employeurs et salariés, à court terme, dans une situation présente de mobilisation autour d'un plan social, quelque part, je me pose la question, mes travaux de recherche m'ont mené à me poser la question de ce que peut le droit s'il n'y a pas de réflexion sur le cadre du fonctionnement économique global. C'est-à-dire celui où toutes les entreprises, même les PME ou les TPE, sont prises dans une concurrence internationale par le biais de leurs donneurs d'ordre, d'un capitalisme actionnarial, où le travail est quand même devenu, comme disent certains chercheurs, la valeur d'ajustement, et l'individu est quand même globalement invité, sommé de s'adapter. Donc la question est de savoir si la lutte, la mobilisation est très importante autour des procédures et de pouvoir s'appuyer sur le droit pour que chacun défende ses intérêts. C'est primordial, certes, mais il s'agit aussi de l'articuler à délibérer collectivement sur l'emploi proprement dit. Un collègue, Laurent Villemesse, disait « Est-ce qu'on ne gagne pas ce qu'on gagne en droit, ne le perd-on pas en conflit, en conflictualité sociale ?» Face à cette banalisation qui a été mon résultat principal de recherche, j'ai montré, et j'en viens là au vécu des salariés, qu'il ne saurait y avoir de banalisation sociale, c'est-à-dire d'intériorisation de cette logique de la part des salariés, y compris les mieux dotés, les cadres et cadres supérieurs, qui sont dits des salariés vainqueurs, gagnants. Voilà. C'est avant tout une épreuve qui est à la fois collective, car ça brise de plein fouet des collectifs de travail, laissant seuls face à la perte d'emploi, et donc aussi une épreuve individuelle qui touche tout le monde, mais évidemment différemment selon certains registres, que l'on soit un homme ou une femme, qu'on ait des charges de famille ou pas, qu'on soit en fin de carrière ou pas. Donc c'est sur cette banalisation, enfin sur cette non-banalisation sociale que j'aimerais m'appesantir. Il me semble que articuler à d'autres intensifications du travail aujourd'hui, c'est une des causes de la hausse des risques psychosociaux, d'un sentiment, disent les salariés que j'ai rencontrés, d'une forme de tiraillement, parce que l'on peut être remercié pour son travail dans l'entreprise et pour autant faire partie d'un plan licenciement. Il y a une déconnexion également très forte entre la réussite économique et financière d'une entreprise et la destruction d'emplois, ce qui met les salariés face à une perte de sens, à une estime de soi au travail qui est mise à mal, pas simplement au moment du licenciement, mais dans la suite du parcours, et également pour ceux qui restent et ne sont pas licenciés d'ailleurs, cela touche tout le monde. Moi, j'ai parlé d'adhésion sans attache pour dire que la crainte du licenciement crée une forme de suradhésion à l'entreprise, qui en même temps n'était pas créatrice de liens, d'attaches durables, et ce tiraillement pouvait donner lieu à une partie de malaise au travail que nombre de chercheurs mettent en avant. Donc c'est l'épreuve d'une violence, et ce que je voudrais dire vraiment de manière importante, c'est qu'il me semble qu'aujourd'hui cette violence elle est redoublée. Et pourquoi elle est redoublée ? Parce qu'elle est invisibilisée. Précisément parce qu'on cherche à atténuer la violence sociale, eh bien c'est encore plus dur pour les salariés. Pourquoi ? Parce que finalement, quand on parle plus de licenciement, mais d'opportunités de carrière, de capacité à rebondir, de simple transition, d'injonction à s'adapter, eh bien on rajoute à la couche de la violence sociale une couche de culpabilisation pour ceux qui n'y arrivent pas, puisqu'on leur dit que c'est finalement sur leurs épaules que ça repose, leur réussite comme leur échec. Et on sait bien qu'on est dans un contexte, beaucoup de chercheurs en sociologie de l'emploi et du travail montrent qu'il y a une perte d'empathie dans la société vis-à-vis des chômeurs et que les individus sont bien plus prompts à voir derrière la figure du chômeur quelqu'un qui profiterait d'un système plutôt que la victime d'enjeux structurels et politiques dont ils font les frais. Ça a des retombées absolument colossales en termes de santé physique, mais aussi de santé mentale, puisque c'est un enjeu important. En tout cas, on dit aujourd'hui que c'est un enjeu important. Donc, il y a bien un enjeu social. Et si on pensait que ceux qu'on appellerait les gagnants, les vainqueurs de ce système économique étaient à l'abri, eh bien, il n'en est rien. C'est ce que j'ai essayé de montrer. Ce qui prouve, et j'en terminerai par là, que certes, le travail est toujours central et créateur de sens pour les individus. Certes, j'en conviens tout à fait, et c'est ce que mon travail a montré. Pour autant, au niveau des réflexions politiques, là où j'ai été conduite avec mon travail de recherche, et notamment avec les témoignages de certains salariés qui faisaient état d'un sentiment de libération consécutif à leur licenciement, une libération qui n'est pas simple à gérer, mais que dire du débat sur le travail qui n'en resterait qu'au travail ? C'est-à-dire que défendre le travail, c'est vraiment quelque chose de très consensuel. D'ailleurs, chez les chercheurs, chez les universitaires,
comme il me semble sur tout l'échiquier politique. Mais je me demande finalement si ça ne devient pas un peu un slogan qui pourrait avoir le risque de tourner dans le vide, car chacun y donne un sens très différent, voire totalement opposé. Et donc dans ce cas, qu'en est-il, de quel travail est-il question quand on entend parler énormément aujourd'hui, notamment dans l'industrie, comme l'a dit mon collègue, de stratégie de délocalisation, de la production dans des pays vers la Chine, vers les pays émergents, les pays de l'Est, comment ne pas parler en même temps, de manière totalement articulée, des finalités de cette production, de l'utilité sociale des produits du travail, qui en supporte les retombées négatives en termes de production, en termes de gestion des déchets, puisqu'on est dans une société d'obsolescence programmée. Donc certes, défendre le travail, mais quel travail? Pour qui? Pourquoi? Où sont les lieux de délibération collective et qui a le pouvoir aujourd'hui de délibérer sur les besoins, les supposés besoins qui sont à l'origine de cette activité de production, de travail donc, puis de consommation. Donc finalement, il me semble que dans cette réflexion d'ampleur que vous proposez sur les licenciements et le rôle des pouvoirs publics, il y a bien des niveaux à prendre en compte, dont j'espère nous parlerons aujourd'hui, évidemment des salaires, du partage de la valeur, des conditions de travail, de la qualité au travail, mais peut-être aussi inviter à parler de ce qui peut figurer, en tout cas moi c'est mon travail de recherche qui m'a conduit à cette idée, aux grands absents, et notamment celui des finalités de cette production. Voilà, donc je vous en remercie, et je me disais que finalement, l'injonction aujourd'hui qui pèse sur les salariés et sur les citoyens, s'il n'y a qu'un mot à dire, c'est celui de responsabilisation individuelle. Et donc, dans un moment où la responsabilisation individuelle est devenue le maître mot, c'est vrai que c'est intéressant que ce soit aussi aux politiques de s'interroger sur la leur et sur la responsabilité en tant que force politique, peut-être pas en tant qu'individu, je ne sais pas, après c'est à chacun de voir, mais dans un contexte qui est quand même un contexte de tension extrême que nos modes de production, de consommation et donc de travail font peser sur les grands équilibres écologiques nécessaires à des conditions de vie décentes, si ce n'est possible. Je vous remercie beaucoup. Merci Madame Guillon-Varche. Je vous laisse, Madame Linhart, également un propos liminaire d'une dizaine de minutes. Merci. Alors d'ailleurs, je voudrais rebondir un peu sur ce qui a été dit. Je pense en effet qu'il faut considérer la dimension du licenciement comme un enjeu politique important, parce que des enquêtes révèlent, par exemple, que lorsqu'il y a des fermetures importantes d'entreprises, on s'aperçoit, après sondage, que ceux qui ont été concernés de près ou de loin par cette fermeture ont tendance, soit pour les élections politiques importantes, à s'abstenir ou à voter Front National, Rassemblement National. Enfin, c'est des enquêtes qui ont été réalisées et qui montrent qu'il y a le sentiment de ne pas avoir été reconnu, accepté pleinement par sa société, et donc une espèce de révolte qui mène à se désintéresser des enjeux politiques ou à voter extrême. Donc ça, c'est un point très important. Il y a une déchirure aussi de la société, des villes. Moi, j'avais eu l'occasion avec des collègues de faire une enquête autour de la fermeture des entreprises chaussons, qui, bien que bénéficiant d'un bon plan, comme on dit, social, a donné lieu à un sentiment d'injustice tellement partagé que ça en disait long sur le sentiment d'être rejeté par la société lorsque, dans le cas de Chausson, effectivement, il s'agissait d'une entreprise qui marchait bien, mais qui, pour des raisons d'alliance logistique entre grands groupes, a été condamnée à disparaître. Donc, c'est quelque chose d'important qui marque la vie sociale, la vie politique, de façon vraiment très, très importante. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées à juste titre. Moi, je vais essayer simplement d'ouvrir une autre brèche, peut-être. C'est le fait qu'il me semble qu'en France, nous n'avons pas le degré de performance économique que nous pourrions avoir, compte tenu de la qualité des salariés, des agents, enfin surtout des salariés en termes de performance économique, que nous avons, parce que nous avons un des modèles managérials le plus délétère, c'est-à-dire celui qui, d'après nombre de sondages, est cause de malaise, de mal-être, de suicide, d'addiction à des substances psychoactives pour tenir au travail, qui crée des problématiques très importantes en matière de santé publique et ne met pas les salariés en situation d'être efficaces, productifs
et rentable. Bon. Et ça, c'est un problème fondamental parce que toutes les enquêtes qui comparent la France aux 27 autres pays européens montrent que le degré de mal-être, le sentiment de maltraitance au travail est un des plus élevés. Alors en termes d'absence d'autonomie, absence de capacité d'influer sur la définition de ses missions et de son travail, absence de reconnaissance, absence d'information, manque de soutien de la part de la hiérarchie, pression beaucoup plus importante. Donc il y a vraiment des problématiques d'organisation du travail qui sont extrêmement problématiques en France et qui causent non seulement du mal-être, mais aussi, je dirais, un mal-usage des compétences, de la professionnalité, des capacités des salariés français. Voilà. Et bon, je pense que ce modèle s'explique pour des raisons historiques. En France, on sait qu'on est les héritiers d'une phase, pendant les 30 glorieuses, de lutte, de rapport de force, de lutte des classes, etc. Et nous avons un management qui est persuadé qu'il a les salariés les plus difficiles à gérer et sur lesquels il faut asseoir le maximum d'emprise. Et c'est la forme que prend cette emprise qui cause, me semble-t-il, une moindre performance parce qu'elle ne met pas en valeur la professionnalité, les savoirs et les compétences, elle ne leur donne pas les moyens de se mettre en œuvre sur le lieu de travail, elle ne crée pas les conditions de ce que nous avions en France, c'est-à-dire possibilité d'innovation, d'invention. On disait en France, on n'a peut-être pas de pétrole, mais on a des idées. On n'a plus d'idées en France parce qu'elles ne peuvent plus se développer, elles ne sont pas audibles et elles ne peuvent pas être formulées. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe fondamentalement dans ce modèle managérial? Premièrement, c'est la mise en place d'une individualisation systématique avec la destruction des collectifs de travail. Or, les collectifs de travail sont des lieux, justement, d'élaboration, de savoir, de savoir-faire, d'expérience et de transmission de cette expérience. Ce sont des lieux où on se stimule ensemble et c'est comme ça qu'on peut avancer, inventer et apporter véritablement à l'entreprise de la force par rapport à la compétition qui devient, la concurrence qui devient de plus en plus forte. Mais si vous voulez, ce modèle managérial, et on peut l'expliquer parce que c'est en réaction à mai 68 qui s'est mis en place. Donc c'était l'idée, il faut casser les collectifs pour promouvoir la personne, l'individu au travail et miser sur elle. Mais le fait de casser des collectifs, c'est quelque chose qui est extrêmement pénalisant pour la productivité, la qualité du travail, la capacité d'invention et donc de se positionner de façon efficace sur le marché de la concurrence. Il y a ça. Pire que l'individualisation, il y a la mise en concurrence des salariés les uns avec les autres. Ce qui fait qu'au lieu de se solidariser pour avancer ensemble, pour trouver ensemble, pour imaginer ensemble, eh bien on se met des bananes les uns en dessous de... Comment ? Des pots de bananes. Ah oui, des pots de bananes. Bon, on peut mettre des bananes aussi, mais des pots de bananes, oui, ce serait du gâchis. Des pots de bananes sous le pied. Donc, on détruit ce qui est au cœur de la pratique de l'activité professionnelle, ce qui est la volonté, l'envie, la motivation de faire, de bien faire, d'avancer, de progresser, de pouvoir être fier de ce qu'on fait, parce que ça a une utilité, mais aussi parce que c'est innovant, c'est du progrès, on apporte quelque chose. Maintenant, le travail n'est plus cela. Avant, le travail était une expérience socialisatrice où on coopérer avec autrui pour satisfaire le besoin d'autrui. Maintenant, on est individuel, dans une sorte de précarité subjective. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être bien évalué? Est-ce que je vais tenir mes objectifs personnels? Est-ce que je ne vais pas être dépassé par mes voisins? Donc, c'est vraiment une atmosphère qui est totalement délétère. Ça, c'est un premier point. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais essayer d'avancer. Il y a un deuxième point qui est aussi systématiquement pratiqué dans les entreprises françaises et qui leur nuit beaucoup, c'est la politique du changement permanent. Ce qui fait que ça met en obsolescence les connaissances que peuvent avoir les salariés et ça les met dans un état de précarisation aussi. Ils ne savent plus avec qui ils travaillent, de qui ils dépendent, comment marche ce logiciel, comment a été restructuré leur département. Et ils sont tout le temps en train d'essayer de regagner une maîtrise cognitive du travail
vraiment en étant sur le fil du rasoir. Donc, si vous voulez, maintenant en France, on travaille dans un sentiment, même si on est en CDI, ou même si on est fonctionnaire, on travaille avec un sentiment de précarité subjective. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais comprendre mes nouveaux objectifs? Est-ce que je vais comprendre mes nouveaux outils ou mes nouveaux logiciels? Est-ce que je vais y arriver? Et du coup, effectivement, on défait, on déstructure ce qui constituait quand même l'âme, je dirais, de la qualité française du travail, parce qu'on en avait une. On parlait de France Télécom, mais effectivement, France Télécom, ça avait été un fleuron qui nous était envié dans le monde entier. On avait une capacité de progression, d'invention et donc de performance que nous avons vraiment totalement altérée avec un modèle managérial qui joue sur la compétition, sur l'individualisation, tout en conservant un minimum d'autonomie pour les salariés, puisque nous avons toujours recours à des modalités d'organisation du travail largement inspirées du modèle taylorien, avec des prescriptions, des procédures, des protocoles, des bonnes pratiques, des process, des nomenclatures, etc., qui sont imposés aux salariés dans un déni de leur professionnalité. Et en gros, pour terminer, parce que je pense que, je sais pas, mais je dirais que ce qui marque le modèle français, c'est un déni, c'est un non-respect total de la professionnalité, des capacités et la qualité de l'engagement des salariés français, et ça nous rend contre-performants, et donc ça fait couler des entreprises face à la concurrence mondiale, où dans la plupart des pays, il n'y a pas cette logique. Il y a plus d'autonomie, il y a plus de reconnaissance, il y a plus de dialogue professionnel, il y a une hiérarchie qui est plus attentive, plus à l'écoute, il y a des collectifs qui sont plus efficaces sur le terrain. Et là, je pense que nous devrions avoir une politique. Alors, je ne suis pas juriste, mais je sais que, par exemple, en 1982, on a introduit le droit d'expression direct et collectif, bon, qui était effectivement censé améliorer les choses dans cette orientation-là, qui était d'écouter les salariés, ce qu'ils disent pour améliorer l'organisation de leur travail, les conditions de leur travail, pour écouter leurs besoins professionnels, parce que c'est ça. Mais on s'est rendu compte que très vite, enfin moi j'ai fait des enquêtes, j'étais en mesure d'écouter dans ces groupes d'expression effectivement ce qui se disait, et ce qui me frappait, c'est une espèce d'autocensure systématique, parce qu'il y avait la présence de la hiérarchie, et puis il y a, alors ça c'est le point sur lequel je voudrais terminer, le lien de subordination, qui est extrêmement fortement présent en France et qui est toujours évoqué, qui est vraiment largement menaçant en France, qui fait que les salariés sont tenus d'obéir systématiquement à leur hiérarchie, n'ont pas le droit de dire non, n'ont pas le droit de critiquer, n'ont pas le droit de contester. Les organisations syndicales sont supposées être là pour ça, leur porte-parole. Mais il y a un enfermement des salariés français dans ce lien de subordination qui, par définition, leur dit « c'est à votre employeur qui est responsable de votre santé physique et mentale, c'est à lui que revient la charge d'organiser votre travail, de définir vos missions et de définir la manière dont vous allez travailler ». Ce qui est une absurdité quand on est sociologue du travail, parce que qui connaît le travail ? Qui le connaît vraiment, sont les gens qui l'exercent sur le terrain. Et ne pas tenir compte de cette réalité-là, être enfermé dans ce lien de subordination, qui, cela dit, je ne sais pas comment vous pouvez le tolérer, mais est contraire à nos sociétés démocratiques sur le plan politique. Nul n'appartient à personne. Sous prétexte que l'employeur est responsable de la santé physique et mentale de ses salariés, il faut que les salariés lui obéissent au doigt et à l'œil. Ça définit des liens de vassalité. Vraiment, au sens strict du terme. Donc je m'étonne sur le plan juridique que dans nos sociétés démocratiques, sur le plan politique, on accepte ça. Donc je crois que si le gouvernement, si la loi, si la réglementation, si le droit veut s'occuper véritablement des questions qui sont liées à la maltraitance des salariés, mais aussi, alors en termes de santé publique, etc., mais aussi à la performance, au degré de performance des entreprises françaises, il faut se poser ces questions de la nature des liens qui unissent les salariés à leur employeur. Merci monsieur, merci mesdames pour vos interventions. On va passer dans la série des questions. Je vais commencer par vous poser quelques questions,
puis après monsieur le rapporteur, et enfin peut-être les collègues députés qui souhaiteraient potentiellement vous poser des questions. Je vais avoir quelques questions à vous poser pour bien comprendre vos propos et essayer aussi de voir les éléments qui vous permettent, ou du moins qui sont à l'origine de certaines de vos analyses. Vous avez parlé, je reprends vos mots, de la banalisation des plans de licenciement. C'est vous, Madame Guyovarch, qui avez utilisé ce terme-là. Et j'ai bien regardé les éléments qui étaient mis à disposition et affichés par Monsieur Didry, qui indique que aujourd'hui, la première perte d'emploi, ou du moins la première raison de laquelle il y a une séparation entre l'entreprise et le salarié, c'est quelque part la personne qui démissionne, si je comprends bien, qui quitte. Donc ma première question, elle va être là, c'est est-ce qu'il n'y a pas peut-être aussi, de façon plus large, une évolution dans la manière dont les Françaises et les Français ont une relation vers le travail? Avant, souvent, on commençait dans une entreprise à 16 ans et on y partait à 62, 63 ans. Les éléments laissent à prouver qu'aujourd'hui, on a 3, 4, 5 métiers parfois différents tout au long de sa carrière. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une évolution, non pas toujours à l'origine de l'entreprise, mais aussi des salariés, d'une volonté de pouvoir évoluer, de pouvoir changer d'emploi? Donc voici ma première question. Vous réagissez, question, réponse. Peut-être, si je peux me permettre, question rapide, réponse rapide, parce que moi je passe en premier, c'est facile, mais pour mes collègues députés qui passent en dernier, ça serait dommage qu'ils soient obligés de répondre en 2 secondes. Alors, je comprends tout à fait. Parler de banalisation des licenciements, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué d'un point de vue statistique. Et il y a beaucoup de chiffres qui peuvent éventuellement se contredire. Moi, j'aimerais vous répondre en vous disant que c'est très compliqué de manier les chiffres, notamment des licenciements pour motif personnel, licenciements pour motif économique, démission. Et je reprendrai juste l'exemple des LME, donc économique, et LMP, motif personnel. En fait, on pourrait penser qu'il y a quasiment qu'il y a de moins en moins, on a vu une chute des licenciements pour motif économique et une explosion depuis les années 90 d'un licenciement pour motif personnel, par exemple. Et on pourrait estimer que c'est une évolution de la manière de se séparer de l'entreprise, où vous parlez des licenciements versus les démissions, ou l'idée d'un choix peut-être du salarié de partir. Pour ce qui concerne le licenciement économique et le licenciement pour motif personnel, juste vous dire que les frontières et les définitions sont extrêmement poreuses, que vous avez des licenciements pour motif personnel dont on montre bien que ce sont des licenciements pour motif économique déguisés, et qu'il y a tout un mode de gestion dans les entreprises qui estime que c'est plus facile de séparer des gens d'un point de vue personnel qu'économique. Les DRH m'ont dit sans embâche en entretien qu'ils faisaient de manière systématique des licenciements de paquets de 9, puisque c'est à partir de 10 que se déclenche une juridiction plus contraignante, disent-ils. Donc, il y a tout un tas aujourd'hui de modes de gestion, d'aménagement de la loi existante pour faire en sorte de se séparer plus facilement d'un salarié. Donc, je pense qu'il y a une logique de substitution des licenciements pour motif économique vers les licenciements pour motif personnel. Et sur l'idée du choix... Excusez-moi, je vous coupe. Est-ce que vous avez des études chiffrées qui étayent vos propos? Alors là, je m'appuie notamment sur un travail de Florence Palpacuer de 2007 qui s'appelle Sortie de cadre et qui travaille sur les modes de gestion le licenciement pour motif personnel et son explosion. Et également, début des années 2000, Pignoni et Zoari de la DARES, qui expliquait également comment on peut comprendre cette explosion et qui parlait en partie de vases communicants. Et en tout cas, moi, je m'approprie ça pour dire les frontières poreuses qu'il y a entre les... Et pareil, quand vous dites un rapport au travail qui aurait évolué, c'est ce que je me suis demandé, moi aussi. Je suis allée chercher vraiment sincèrement auprès de ces salariés très bien dotés, valorisés par leur entreprise, remerciés pour leur performance. Je me suis dit, je vais voir des gens qui arrivent à intérioriser cette logique d'adaptabilité, d'injonction, qui vont en faire un enjeu pour eux, de se libérer d'une trajectoire professionnelle qui peut-être est un petit peu ennuyeuse quand elle est stable, peut-être un challenge, rebondir. Sincèrement, je ne les ai pas trouvés. C'est surtout un modèle où on dit... mais je ne les ai pas trouvés. C'est surtout de la résignation, de l'accommodement,
Mais est-ce que ces plans, enfin, est-ce que ces démissions, enfin, est-ce que c'est subi ou est-ce que c'est choisi? La question est là, quoi. C'est-à-dire que, voilà, est-ce que réellement c'est choisi? Moi, j'ai cherché les signes et j'étais même étonnée de voir ces cadres supérieurs dans les métiers du conseil qui me disaient, mais moi-même, mon travail consiste à faire du management par projet et à supprimer des emplois. Aujourd'hui, je me sens arroseur arrosé. Et en plus, moi qui suis un cadre supérieur dans le marché du consulting, je me fais licencier, disent-ils, comme des ouvriers. Un peu de mépris de classe au passage, mais pour dire, dans le cadre d'un plan de licenciement et non d'un départ volontaire ou d'une rupture conventionnelle. Donc je peine à voir le caractère choisi de ces changements de parcours, pour ma part. Monsieur Diry, je vous en prie. Oui, j'ai donné aussi un tableau sur l'état de la population active dans ses statuts professionnels. Et ce que l'on remarque au vu de l'enquête emploi de l'INSEE, c'est que 74-75% de la population active est en CDI et que l'ancienneté des salariés est croissante dans l'entreprise. Donc, je serais amené à discuter votre hypothèse d'une évolution et du changement permanent des métiers. Il y a un attachement des salariés à leur entreprise qui est indéniable au terme d'un parcours de recherche de l'emploi que l'on va tenir jusqu'à ce que, en fin de carrière, l'on se fasse licencier. Et alors, c'est là où, finalement, la banalisation du licenciement intervient et où ce sentiment de subordination prend corps. C'est cette menace du licenciement dans un univers d'emploi qui est relativement stable, qui va opérer de manière très importante pour altérer la liberté de choix des salariés face à la menace de perdre son revenu, de perdre sa situation. Merci. Alors, ce n'était pas une hypothèse, c'était une question, parce que justement, c'est vous les spécialistes, et je me permets de vous poser des questions pour bien comprendre la réflexion qui est la vôtre. Vous avez parlé de la législation. C'est vous, Madame Guillovarge, principalement, et le mode de production et la finalité. On peut être favorable ou pas à la mondialisation, c'est pas tant le sujet, mais la mondialisation a eu des inconvénients, elle a eu aussi des conséquences qui peuvent être considérées comme avantageuses. Des inconvénients, je le crois, au niveau de l'emploi, je le crois aussi au niveau de l'environnement. Vous avez abordé le sujet. Lorsqu'on décide de mettre en place la norme ROHS qui vise à interdire les chromes 6, certaines entreprises de ma circonscription, pour des tanneries, je pense, ont délocalisé leur production pour ne pas se mettre aux exigences environnementales dans des pays qui, elles, étaient beaucoup moins regardantes sur les normes environnementales. C'est un constat, je crois, qu'on peut partager. Ça a eu quand même comme avantage, je mets ça bien sûr entre guillemets, parce que je ne le partage pas, mais c'est une réalité, d'assurer à une baisse des prix des différents produits et donc par défaut un gain de pouvoir d'achat des pays occidentaux. Il y a eu d'ailleurs des études là-dessus sur la capacité, il y avait une corrélation assez intéressante sur l'espérance de vie liée à la mondialisation. La mondialisation a permis des pays de pouvoir évoluer, faire avancer leur espérance de vie. Mais bon, on ne va pas rentrer sur ce sujet, ce n'est pas le sujet. Mais vous, ce que vous indiquez dans vos propos, c'est de dire que demain, il faudrait relocaliser les productions pour pouvoir apporter une réponse écologique. Et autre, vous allez même juste aller sur la partie consommation. Ma première question, c'est faut-il, selon vous, oui ou non, pour relocaliser notre production, mettre en place, c'est le terme que vous étiez, de la législation qui impose des productions réalisées sur le territoire national? Et n'avez-vous pas peur, et là c'est vraiment l'aspect sociologie, d'une tension importante chez nos concitoyens qui d'une part auront du mal à voir des usines fleurir devant chez eux ou des mines, et deuxièmement avoir quelque part un impact sur leur pouvoir d'achat. Demain, si on relocalise l'intégralité de la production sur le territoire national, il y aura forcément une augmentation des coûts de production qui me semble logique et souhaitable par rapport au financement de notre modèle social, mais qui aura pour conséquence une baisse de pouvoir d'achat de nos concitoyens. Alors, je peux répondre assez rapidement en disant que je ne peux pas répondre, c'est-à-dire que je n'ai pas la prétention de pouvoir donner ici des réponses sur la manière de relocaliser la production et comment, et toutes les craintes que vous soulignez. Vraiment, je ne m'en sens pas la compétence, mais ce que j'ai voulu dire par là, c'est que moi, j'ai été assez surprise à la fin de mon enquête quand on rencontre une centaine de salariés, qu'on s'entretient avec eux,
même s'ils n'étaient pas majoritaires parmi les gens que j'ai rencontrés, j'ai été étonnée, surprise, à l'écoute d'une certaine partie d'entre eux qui, tout en vivant leur licenciement comme une forme de violence et comme une rupture forte, m'ont parlé de libération. Pourquoi ? Parce que quand ils étaient en travail, ils étaient comme avec des œillères. On cherche à bien travailler, à faire ce qu'on attend ce qu'on attend de son travail. Et au moment où ils sont licenciés, les œillères, d'une certaine manière, tombent. Et ce sont eux, les salariés que j'ai rencontrés, qui m'ont invité à un questionnement sur mais en fait, je travaille pourquoi ? Quel est le sens ? Quel type de consommation m'est indispensable ? Explique que je me donne corps et âme à mon travail dans ce lien de subordination. Quel type de consommation ? Et en fait, ce sont des questions qui, à mon avis, si je les avais rencontrées 6 mois avant, peut-être qu'avec leurs œillères, ils ne se les posaient pas. Mais à la faveur d'une épreuve violente, et je ne suis pas là pour faire l'apanage du chômage, du chômeur heureux, je ne dis pas ça, mais simplement, il y avait toute une remise en cause bien plus large. Et là, je me suis dit finalement, quand on perd son travail et qu'on est amené à ne plus être dans la course au quotidien de répondre aux injonctions, eh bien une remise en cause qui est bien plus large que celle du travail. Et finalement, pourquoi je travaille ? Pour consommer quoi ? Où est-ce qu'est produit ce que je fais ? À qui sert ce que je fais ? Et ce que je fais, il y a des chercheurs aussi qui s'intéressent à ça en sociologie du travail, et il faut le souligner, c'est quand des personnes travaillent, adorent ce qu'ils font, mais deviennent conscients que ce qu'ils font atteint peut-être une atteinte à la santé des autres. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans les produits phytosanitaires et qui adore son métier, qui se donne corps et âme, mais qui n'a pas envie de le perdre, son travail. Mais à un moment donné, il se dit « Ah, par contre, moi, par exemple, je mets au point des produits phytosanitaires dont je sais aujourd'hui qu'ils sont en fait une atteinte à la santé. » Donc ça, c'est un conflit éthique incroyable. Et c'est pour ça que je dis que défendre le travail, oui, mais lequel ? C'est-à-dire que je ne saurais sans doute pas, je n'ai pas d'avis à donner, mais c'est la question que je pense qu'il faut se poser. Et il me semble qu'on ne peut pas rester au travail et que c'est pour ça que j'ouvrais sur les finalités de la production. Je suis consciente que du coup, j'ouvre plus grand l'éventail, mais il me semble que sinon, peut-être qu'on se cantonne à la défense du travail, mais moi, je ne sais pas bien ce que ça signifie dans ce cas-là. Voilà. Je crois que ce sujet amène des réactions. Peut-être Madame Linard qui voulait réagir, puis après Monsieur Didris, vous êtes d'accord ? Il faut voir aussi qu'il y a une cohérence entre le mode de consommation et le mode de production. C'est-à-dire que nous avons, grâce entre guillemets, à l'intelligence artificielle, grâce aux neurosciences, etc., une influence sur le consommateur qui est tout à fait au service de la production. C'est-à-dire qu'on nous fait consommer, comme le disent les spécialistes des neurosciences, on est capable de faire acheter quelque chose à quelqu'un avant que lui-même n'ait pris conscience de son désir d'acheter. Donc ça veut vraiment dire qu'il y a des stratégies qui font la promotion d'un certain mode de production, effectivement, comme a très bien dit Mélanie, et qui fait que nous ne sommes pas en mesure, en tant que citoyens, consommateurs et habitants de la planète, de se poser la question véritable de nos besoins collectivement. Est-ce que nous avons besoin de tant consommer ? Est-ce que nous avons besoin de relocaliser ? Alors, effectivement, relocaliser des médicaments, ça a un sens, relocaliser certaines choses. Mais attention, quel est notre mode de consommation ? Ce n'est pas du tout nous qui en décidons. Il est enrôlé par les productions qui ont leur marketing, etc. Donc, c'est effectivement la finalité de notre système de production et de consommation qu'il faut revoir, non seulement au niveau de la bientraitance des salariés, mais aussi de la survie de l'humanité sur notre planète. Ce sont des problèmes qui sont fondamentaux, qu'il faut mettre en question et qui sont véritablement des impératifs urgents et bien réels. Et alors, c'est très intéressant ce que tu disais, que les personnes qui sont sorties parce qu'ils ont été licenciés, qui sont chômeurs, se posent ces questions-là. Mais il y a d'autres catégories aussi. C'est ceux qui ne sont pas encore sur le marché ou qui n'y sont plus. Il y a deux types de populations qui se préoccupent vraiment de ces questions, sont les jeunes et les vieux.
parce qu'ils sont sortis des injonctions du modèle socioproductif, se posent des questions qui sont fondamentales de l'avenir des générations, de l'avenir de la planète, de nos modes de production, de nos modes de consommation. C'est très important. Et tout est relié, effectivement, entre un plan de licenciement et entre ces questions-là. Il y a vraiment tout un chaînon d'interrelations causales très réelles. Oui, je voulais en venir à ce que vous disiez, monsieur le député, avec quelques nuances à apporter, justement sur la question, par exemple, des médicaments, avec récemment un plan de sauvegarde de l'emploi de Sanofi de 300 personnes dans un laboratoire de recherche qui achève en quelque sorte, qui signe la fin de la recherche médicale en France. Donc, ce sont des situations très graves qui apparaissent dans des décisions managériales qui sont pour le moins contestables. Et ce plan, il se trouve que d'ailleurs, ce plan a été non homologué par la justice, par l'administration et par la justice administrative. À tel point, il était mauvais. Donc, on a des démarches qui sont totalement critiquables d'un point de vue également industriel et du point de vue de la satisfaction des besoins de la nation. L'autre élément que j'ai en tête, c'est le développement et la disparition de l'entreprise Alcatel, dirigée par M. Tchuruk, au nom du faiblesse et au nom de la délocalisation intensive de ces usines dans des pays à coût de main-d'œuvre moins élevé et qui débouchent sur des implantations très intéressantes en Chine, hein, et où par hasard, le premier ou le second constructeur aujourd'hui dans le domaine des télécoms, c'est Huawei. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons perdu nos savoir-faire dans cette délocalisation. Et de plus, j'ai eu l'occasion de voir les formidables développements des Bell Labs, qui sont une pépinière de prix Nobel, et qui inventaient des petites antennes, des choses absolument magnifiques, que voulait industrialiser une usine Alcatel de Le-Tréport, et que la direction d'Alcatel refusait de faire industrialiser en interne pour le faire industrialiser en externe, ce qui est totalement impossible. Le résultat, c'est que Alcatel a disparu et que cette usine du Tréport, je dirais à certains égards heureusement, a été reprise par un groupe de l'aéronautique militaire. Bien fait pour les salariés, peut-être pour la nation, c'est à voir. Mais en tout cas, nous avons là des formes de, comme le disait ma collègue, de perte d'innovation qui sont absolument hallucinantes, quoi. Notamment dans cette désindustrialisation que nous vivons. Je me permets rapidement de réagir, après vous poser la question. Moi, je vous pose des questions, c'est pour le débat. Je ne mets en aucun cas à chaque fois mes opinions personnelles sur la table. Je peux le dire, moi, je suis opposé, et le sens de mon combat, parce que je suis peut-être le seul ici qui vient de l'industrie, je me suis battu toute ma vie contre les délocalisations. Donc, je suis très clair avec moi-même. Mais je vous pose des questions dans le but de créer un débat pour pouvoir permettre à chacun et à chacune, et moi le premier, d'avoir des opinions construites. Et c'est dans ce sens-là. C'est l'occasion d'exposer des faits, et je vous en remercie. Merci. Dernière question, et finalement c'est un peu dans le lien, il est plutôt pour vous, Madame Lignard. Vous avez abordé le sujet du management. C'est un sujet, à mon avis, ô combien important, et vous avez dit quelque chose du genre, je vais peut-être mal dire ce que vous avez dit, mais le management en France est défaillant. Défaillant. J'ai cru dans la présentation que vous mettiez en avant qu'on se retrouvait dans les années 1970 ou 1980 dans des usines, ce qu'on appelle dans mon territoire très industriel les usines à papa. Le management du patriarche qui impose à l'ensemble de l'entreprise sa vision qui doit être suivie. Je veux bien aller visiter des entreprises qui fonctionnent comme ça aujourd'hui sur le territoire national. Donnez-moi des noms que j'aille les voir, mais je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Aujourd'hui, et vous dites qu'il y a des études qui prouvent que le management est défaillant en France. J'aimerais bien, avoir déjà quelles sont les études concernées, est-ce qu'elles sont récentes? Et deuxièmement, et ça c'est vraiment le sens de ma question, c'est est-ce qu'elles intègrent l'ensemble des salariés ou est-ce qu'elles font une focale sur les salariés du service privé? Que le management soit défaillant dans des entreprises publiques, je le crois vraiment. Non, mais aujourd'hui... Non, mais aujourd'hui, je crois que vous peut-être pas d'accord avec moi, mais je vous dis personnellement, je ne travaillerai jamais dans le service public au vu du management qui est fait. Ah, par contre, dans le privé, le management, qui peut être toujours amélioré, met vraiment en avant la capacité de chacun des salariés
quelles que soient ses responsabilités, de pouvoir apporter à l'entreprise. Donc ma question, c'est est-ce que vos études, elles sont globales ou est-ce qu'elles sont uniquement ciblées pour le privé? Est-ce que les entreprises privées aujourd'hui qui fonctionnent bien, qui tournent bien, sont celles qui ont mis en place ce type de management qui répond aux besoins des salariés? Votre question, elle est, enfin moi, elle m'amuse franchement parce que non, je suis désolée, mais ça, je suis vieille et ça fait longtemps que je fais des enquêtes. Non mais regarde pas comme ça. Et ça fait longtemps que je fais des enquêtes dans le secteur privé, dans le secteur public, que je lis les recherches de mes collègues en France et dans d'autres pays. Et effectivement. Le management qui s'est construit en France à partir, après les 30 Glorieuses, après mai 68, qui remettait en question justement la nature de l'ordre social dans les entreprises et qui a conduit à une invention d'un autre modèle, eh bien ce nouveau modèle-là, il est absolument pas focalisé sur l'objectif de productivité, innovation, etc., mais par un objectif fondamental qui est pouvoir avoir suffisamment d'emprise sur les salariés pour les obliger à travailler selon des méthodes qui correspondent aux objectifs que se fixe l'entreprise, c'est-à-dire selon le type de rationalité économique cherché par l'entreprise. Et donc la prise en compte réelle des capacités des salariés, de leurs compétences professionnelles, pour les mettre en valeur, pour se nourrir de leur intelligence collective, de leur capacité réelle, elle est absolument inexistante dans le modèle privé. Et pourquoi j'ai envie de rire, c'est quand vous dites, vous faites l'opposition entre le modèle du secteur public et privé. Le modèle du secteur public, il a hérité, mais vraiment hérité du modèle managérial privé à partir des années 90. Il y a eu une espèce de déferlement de cette logique de rentabilité à court terme qui s'est déversée dans tout le secteur public, qui a déstructuré par exemple les hôpitaux, l'enseignement, les collectivités territoriales, qui a conduit vraiment à des situations ubuesques, alors que nous avions en France un corps de fonctionnaires qui était complètement habité par la valeur du service public. On a voulu les transformer en petits auto-entrepreneurs qui étaient là pour faire fonctionner selon la nouvelle ADN de leur entreprise les services qu'ils devaient rendre. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu. C'est une toute petite anecdote, ça ne va pas durer longtemps. C'était à la fin des années 90, j'avais été invitée par des services, je ne sais plus lequel, de France Télécom pour parler de l'organisation du travail. Et à la fin, il y a un monsieur qui est venu me voir, un monsieur qui avait l'air très important, qui m'a dit « Madame, c'est très intéressant tout ce que vous dites, mais vous savez quel est mon vrai métier, ma vraie fonction dans l'entreprise ?» Et j'ai dit « Non. Eh bien, c'est de produire de l'amnésie. » Je dis, mais pourquoi produire de l'amnésie? Parce que France Télécom va prendre un virage commercial et privé, et je suis là pour faire le vide dans les cerveaux des agents, de manière à ce qu'ils puissent réceptionner les valeurs du service commercial. Voilà. Et je lui ai dit, ah ben oui, mais alors comment on fait pour créer de l'amnésie? Il m'a dit, on secoue le cocotier. Je dis, mais encore, on fait bouger tout le temps les gens, on crée il n'a pas dit le mot, précarité subjective, de manière à ce qu'ils soient réceptifs. Puis après, au passage, on en vire un certain nombre. Mais le secteur public a hérité de cette logique du management privé qui repose sur quoi? Sur on ne mobilise plus des collectifs parce que c'est trop dangereux. On ne fait plus de la gestion de masse, on en finit avec l'équation à travail égal, salaire égal, parce que ça crée un sentiment de destin commun que partagent les salariés et qui font qu'ils peuvent se battre et paralyser, parce que c'est ça quand même le traumatisme de 68, paralyser l'économie. Donc nous, managers, nous voulons gérer des personnes, des individus, pas des collectifs. Et nous ne voulons pas gérer des professionnels. Vous savez, maintenant, tous les recruteurs disent « on ne nous demande pas de trouver le bon professionnel, on nous demande de trouver la bonne personne. La bonne personne qui est réactive, proactive, résiliente. » Et maintenant, ils vont encore plus loin, apte au bonheur. Parce qu'il ne s'agit pas qu'ils plombent l'atmosphère des entreprises privées. Donc, on est dans la logique, on mobilise des personnes
en fonction, on parle de gestion des affects, de management des émotions. Donc on est dans l'émotionnel, dans la personnalité de l'individu. Certains de mes collègues sociologues parlent de narcissisation de la relation de chacun à son travail, parce que ce qu'on dit par exemple aux jeunes, c'est révèle-toi en même temps que tu te révèles à ta hiérarchie. Découvre-toi en même temps que tu découvres toutes tes capacités. Et le même peut s'entendre dire 2 ans après, tu nous as beaucoup déçus, tu n'es pas celui sur lequel on a misé. Donc c'est une fragilisation énorme, parce que ce n'est pas le travailleur avec son rôle professionnel qui est mis en cause, mais c'est la personne. On est dans une gestion des individus et des personnels. Vous savez que j'ai fait des enquêtes où j'ai vu des ouvriers sur chaîne qui avaient des objectifs personnalisés et des évaluations personnalisées. Vous vous rendez compte? Et chacun était considéré comme le client fournisseur de l'autre. Non, mais ça veut dire qu'il y a eu une espèce d'intrusion dans le monde du travail, d'une pensée qui totalement figée sur des rôles particuliers, une manière de mobiliser. Et c'est ça la réalité. Et la France va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin sur cette orientation que les autres pays. Et c'est ça qui crée ce sentiment à la fois de burn-out, de fatigue. Il faut tout le temps être le meilleur, tout le temps montrer qu'on atteint les objectifs, qu'on est le plus fort. Voilà, c'est ça la réalité. C'est pas on va s'entraider, on va démultiplier nos connaissances, notre inventivité, on va avancer ensemble. Non. On avance séparément, chacun séparément, chacun négocie son destin personnel dans l'entreprise. C'est ça le modèle managérial. Et maintenant, ça envahit le public aussi. Mais c'est la même logique et on le voit, on voit les dégâts que cela produit. Vous savez, les enquêtes, il y a eu une enquête de l'IGAS qui vient de sortir il y a quelques jours. Ils reprennent toutes les enquêtes qui montrent à chaque fois que la France a le modèle managérial le plus toxique. Le plus toxique, exactement. Mais alors, et puis après, il y a d'autres enquêtes, c'est démultiplié. Mais tous les rapports officiels le montrent. La France a un problème avec son management, et ce management maltraite les salariés et ne permet pas justement de profiter de l'intelligence collective, des savoirs. Les Français sont très forts, normalement. Mais là, on les met en concurrence les uns avec les autres. On leur fait peur tout le temps. Bon, vraiment, avec tes enquêtes sur les licenciements, ton livre s'appelait « Performants mais licenciés ». Effectivement, même les plus... Et licenciés, voilà. On est dans l'irrespect total de la professionnalité. Ce qu'on veut toujours, c'est la bonne personne. Ça ne veut rien dire. Et c'est très dangereux, parce que le rôle professionnel protège. On peut dire, bon, vous n'êtes pas un bon professionnel, on va vous donner une formation supplémentaire, on va vous mettre une aide, etc. Mais si on vous dit que vous n'êtes pas la bonne personne, vous vous rendez compte? C'est terrible, c'est terrifiant. On est dans cette logique-là. C'est pour ça que je pense qu'effectivement, nous sommes dans une commission qui s'inquiète des responsabilités gouvernementales. Je pense qu'il y a des choses importantes à faire sur le plan de la subordination. Il faut en finir avec ce truc. Parce que le lien de subordination, il est très actif en France. Je ne sais pas quelles sont les correspondances dans les autres pays, je ne les connais pas bien. Mais en France, il est tout le temps invoqué. C'est ce lien de subordination qui explique le haut niveau de harcèlement moral et même sexuel. Une femme n'ose pas dire à partir de quel moment elle peut dire stop, arrêtez, arrêtez. Non, elles ont peur. Quand on les interviewe, elles disent je ne sais pas, parce que je dois obéir tout le temps. Et le harcèlement moral, c'est la même chose. Alors au lieu effectivement de mettre les salariés dans des conditions qui permettent de faire fructifier leur intelligence, leur capacité d'innovation, leur coopération, leur volonté de bien faire, leur sens de l'utilité, qu'est-ce que je produis, etc., eh bien, on a un des managements les plus délétères parmi l'Europe. Je crois, Madame Guillovard, je vous souhaitez réagir. Et je demande à Madame Liard de couper le merci. C'était une toute petite remarque, vraiment, quand Daniel Linard a parlé du déversement du management privé dans le public, ce qui s'appelait à ce moment-là le New Public Management. Ça m'a juste rappelé l'anecdote des agents à l'époque de Pôle emploi, après la NPE, quand ça s'appelait encore Pôle emploi. Des enquêtes, je me rappelle d'une enquête de Linda Lavitry, et puis des gens que j'avais rencontrés, eux-mêmes étaient là et avaient à cœur de reclasser les gens une fois licenciés. Et m'expliquait que les nouveaux objectifs, les nouveaux modes de management avaient énormément changé.
Il m'expliquait qu'ils avaient vu arriver comme directeur d'agence des gens qui venaient du privé, qui étaient choisis justement parce qu'il fallait plus qu'ils aient de lien avec le service public de l'emploi, alors sous couvert éventuellement de faire venir des savoir-faire extérieurs, qu'il y ait de l'émulation avec le secteur privé. Sauf qu'il les expliquait qu'ils ne pouvaient plus bien faire leur travail, c'est-à-dire, il m'expliquait que jusque-là, ils essayaient de prendre le temps avec la personne, de voir son parcours, d'expliquer. Et là, le changement était radical. On leur demandait, de leur point de vue, de ne plus faire leur travail, de ne plus reclasser les gens, de prendre le temps, mais de les recaser, parce qu'à la fin de la journée, m'expliquait-il, un peu, c'est horrible, mais un peu comme chez McDonald's sur le nombre de hamburgers vendus, c'est-à-dire que c'était, moi j'ai des chiffres à la fin de la journée, sur le nombre de personnes à qui je dois donner des solutions. Et j'avais rencontré dans la même agence le directeur qui venait, qui avait un parcours dans le secteur privé et qui parlait, j'ai donné l'exemple des hamburgers, mais qui parlait des gens à reclasser, sans doute comme on parle ailleurs des hamburgers. Et donc on voit là le conflit, l'absurdité de la situation, où il y a un moment où peut-être dans certains, quand il s'agit de personnes, quand il s'agit de malades, quand il s'agit d'élèves, quand il s'agit d'hôpitaux, d'écoles, on ne peut pas en fait raisonner de la même manière. Et pourtant, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a voulu faire. Et donc c'était pour vous dire que les agents des services publics, alors il y a eu des enquêtes à la caisse d'allocation familiale, là je vous parle de Pôle emploi, il y en avait également dans les préfectures, les gens qui doivent travailler pour savoir s'ils donnent ou non les papiers d'identité pour le renouvellement des titres de séjour. Ces gens-là expliquent, on explique la souffrance de ces gens-là qui ont des injonctions et une pression, et ça ne correspond plus à bien faire leur travail, c'est mal faire leur travail. Enfin, je le dis de manière caricaturale, mais pour montrer qu'il y a là un hiatus complet pour certaines activités. Donc, il n'y a pas il n'y a pas de supériorité absolue du management privé. Au contraire, à un moment donné, on voit bien que ça veut dire forcément dévaloriser une certaine idée du soin, du lien aux personnes, qui ne peut pas être considéré comme une marchandise industrielle. Pour rajouter un mot là-dessus, j'ai fait une enquête à la CAF, et des femmes, des conseillères qui étaient confrontées à des femmes qui avaient des retards dans le paiement des aides sociales parce que la CAF dysfonctionnait. Qu'est-ce qu'elles faisaient? Je les ai vues faire. Elles ouvraient leur portefeuille, leur porte-monnaie, et elles donnaient de leur argent aux dames. Parce qu'elles me disent, je ne peux pas les laisser repartir. Je me dis, leurs enfants ne vont pas manger, etc. Vous vous rendez compte à quel point d'incapacité de faire leur travail, on met le sentiment de pouvoir faire correctement leur travail, à quel point on met les conseillers dans le service public. C'est des situations extrêmement difficiles. Donc le secteur public est un modèle de souffrance maintenant. Et d'ailleurs, on voit à l'hôpital le nombre d'infirmières, d'aides-soignants qui ont quitté après la période du Covid, parce que pendant le Covid, ils avaient le droit de reprendre leur marque et eux-mêmes de diriger. Je crois malgré tout qu'il faut affirmer que le secteur public et le service public, c'est un modèle pour le privé, à l'inverse. Il a souffert sous la pression du privé, mais je reviens encore au Covid. Le Covid a montré combien l'hôpital a été capable d'accueillir les patients dans une situation. Oui, mais à quel prix? Mais avec un investissement et un altruisme et un sens du devoir qui tient à cette survivance du collectif dans le monde du travail. Ce que je voulais ajouter par rapport au privé, c'est la question de l'entreprise, c'est-à-dire d'une décomposition de l'entreprise aujourd'hui que nous connaissons avec, selon les enquêtes de l'INSEE, environ 300 grands groupes en France qui contrôlent environ un tiers du chiffre d'affaires, qui dominent les exportations et qui se dissimulent derrière 30 000 unités légales. Et donc, quand on parle de management dans le privé, on ne sait pas de quel management on parle, parce qu'on a le management d'établissement, le management de société, le management du groupe, vous voyez, et il y a peut-être aussi cet effet de management caché qui peut être de nature à rendre les choses encore plus catastrophiques. Merci beaucoup. Je vais transmettre la parole à monsieur le rapporteur. Juste un dernier propos. Quand je parle de défaillance de management dans le public, je parle bien de la souffrance des personnels publics qui sont aujourd'hui en grande difficulté sur l'accompagnement qui leur est fait. Ce n'est pas une stigmatisation des professionnels, loin de là, ils subissent actuellement
le système. Et je remarque dans ma circonscription beaucoup de personnes du secteur public qui vont vers le secteur privé. C'est pour moi un indicateur aujourd'hui d'un système défaillant plus d'un côté que de l'autre. Quand on a une transfert d'une partie des salariés vers un autre secteur, on peut penser de façon légitime et logique que s'ils changent de secteur, c'est parce qu'ils se sentent mieux dans le secteur vers là où ils vont. Voilà, c'est uniquement dans ce sens-là, et je pense que vous avez raison, le public, c'est pas le privé, ce sont deux entités qui sont différentes, et vouloir mettre un management privé dans un secteur public qui n'a pas la même vocation est à mon sens une erreur. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, le management dans le public crée de la souffrance, vous l'avez dit, chez les personnes qui travaillent, et c'est ce que disait aussi vous, Madame Linard, pour les personnes qui font appel au service public. Vous savez, aujourd'hui, le service public, il ne répond plus aux gens qui travaillent, il ne répond plus aux personnes qui sont les usagers. On doit collectivement être capable de travailler à essayer d'améliorer le système, tant pour les Françaises et Français que pour les fonctionnaires. Si la vous parole permettez, est monsieur... Si Allez-y, vous permettez, après ça, monsieur le ça n'est rapporteur. pas un argument pour dire qu'il faut diminuer le public par rapport au privé. Attention, parce que la spécificité du public, du secteur public, c'est sa capacité à activer des valeurs publiques auxquelles adhèrent véritablement les agents du service public par une forme de socialisation collective. C'est ça qui a été détruit. Ça a été détruit, mais une partie a été détruite à partir des années 2000 surtout, mais je crois que ça peut revenir si on recrée les conditions adéquates. Il ne faut pas renoncer au service public pour autant, attention. Nous ne tirons peut-être pas les mêmes conclusions. Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que je comprenais. Moi, je parle de management. Je ne parle pas de comparaison et d'opposition. Je parle juste de management, uniquement de management, seulement de management. La parole est à monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Je ne reviens pas sur le débat sur le service public, il y aurait beaucoup à dire, mais je vois l'heure tourner. Je voudrais que les collègues qui nous ont fait la gentillesse d'être là puissent poser toutes les questions qu'ils souhaitent, et je les remercie pour leur présence et pour leur intérêt pour cette commission d'enquête. Bon, j'aurai une centaine de questions, je vais me limiter à 4, parce qu'effectivement, le temps tourne. Je vous remercie pour la clarté de vos propos, et je crois qu'ils seront compréhensibles par tous ceux qui nous regardent, et vous faites écho d'ailleurs à des situations que nous constatons les uns et les autres à travers les entreprises que nous visitons, les gens que nous recevons dans nos permanences, et vous leur donner une analyse, une lecture globale qui nous est utile aussi au-delà de cette commission d'enquête dans le travail parlementaire que nous faisons. Ma première question, elle sera commune à Madame Linhart et à Madame Guillon-Varche, parce qu'elle vient de vos deux interventions que vous avez faites. Madame Linhart, vous parliez du sentiment de maltraitance et donc de l'impact qu'il avait. Ensuite, de fait, je ne refais pas toute la chaîne de votre raisonnement qui était passionnant sur de fait des défaillances d'entreprise et donc des emplois qui seraient supprimés à terme. Est-ce que vous ajoutez à cette maltraitance, ce sentiment et cette réalité de la maltraitance, la facilitation des licenciements, les politiques successives de facilitation des licenciements, qui affecteraient donc la qualité de travail, qui mettrait une forme de tension, de pression, puisqu'on licencie plus facilement aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans. Je crois que c'est un constat qu'on peut faire. C'est en tout cas ce qu'a fait le législateur, ce qu'a produit le législateur ces 15 dernières années. Et ça rejoint ce que vous disiez, Mme Guillon-Varche, sur le licenciement devenu norme d'emploi, nouvelle norme d'emploi. Est-ce que vous pourriez décrire rapidement les réformes, les évolutions qui ont provoqué cela, pour que nous puissions, nous, dans notre travail concret ensuite de préconisation comme commission d'enquête, savoir concrètement sur quelles dispositions, sur quelles évolutions législatives il faudrait revenir. Alors, effectivement, cette perte de sens, cette maltraitance, en partie, parce qu'il y a plein de causes, mais une des raisons, ça peut être cette facilitation des licenciements. On peut donner l'image, une espèce d'épée de Damoclès, c'est-à-dire que à un moment donné, faire partie, comme ils disent selon leurs termes, d'une charrette de licenciement, c'est plus personne n'est à l'abri. Et les bons résultats économiques, c'est plus un paravent. Les années d'études, c'en est plus non plus. La bonne santé financière, c'en est plus non plus. Donc effectivement, il y a cette présence diffuse en fait du licenciement qui active encore plus l'individualisme et la cassure des solidarités, parce qu'on préfère quand même que ce soit le voisin que soi qui soit licencié. Alors comment c'est devenu une norme d'emploi? Ça va être dur de le dire en très peu de temps. Je pense qu'il faut reprendre les lois, effectivement, comme mon collègue l'a fait au départ. Déjà, ce que je veux dire, c'est que
on a multiplié des dispositifs, moi je dirais depuis le début des années 2000, on a multiplié des dispositifs d'accompagnement, de reclassement, d'un filet de sécurité une fois que les gens sont tombés. Mais en fait, ça, c'est important pour les gens à l'échelle, au moment où ils sont licenciés. Mais derrière, ça veut dire qu'on banalise aussi le fait qu'on restructure dans des entreprises qui vont très bien. Et dont les DRH me disent, vous savez, c'est nous qui faisons les chiffres, donc on peut se débrouiller pour que les chiffres aient l'air dans le rouge alors qu'ils ne le sont pas. Donc ça, c'est un outil pour moi, c'est quelque chose, au moment des décisions de licenciement, on peut jouer, entre guillemets, avec le droit, jouer avec l'argumentaire. On parle aujourd'hui d'une difficulté économique qui cache derrière une restructuration de compétitivité. Dans le licenciement économique, il y a donc la loi édicte quatre possibilités, 4 critères, et celle qui fait le plus de contentieux, de recours, de mobilisation quand les forces ne manquent pas pour se mobiliser, c'est celle de sauvegarde de la compétitivité. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Et puis qui fait les chiffres? Et puis est-ce que les salariés et les syndicats mobilisés, quand ils peuvent l'être, ont les bons chiffres pour faire une contre-expertise? Donc c'est des combats de chiffres à armes inégales. Donc ça fait du licenciement une norme d'emploi. Et ça s'accompagne, pas que des pratiques, mais des discours. Dans les discours, c'est extrêmement... Et là, les discours managériaux, les discours des DRH, et les discours au quotidien dans le travail. Déjà, on bannit l'idée de licenciement, il ne faut pas en parler. Moi, les DRH m'ont dit, vous ne dites pas ce mot-là, c'est un gros mot. Vous parlez de restructuration, il y a tout quelque chose de langagier, c'est incroyable, d'un point de vue juste rhétorique. On parle de potentialisation des personnes, c'est presque drôle, de relocalisation... D'accord, relocalisation, mais ça veut dire suppression d'emploi, ça veut dire... Donc, c'est une vérité qui ne dit pas son nom, quoi. C'est une vérité qui ne dit pas son nom, et tout ça, d'un point de vue discursif, d'un point de vue juridique, parce que ça facilite, d'un point de vue des discours politiques, enfin, le discours très fort autour de la méritocratie, du fait qu'on est responsable. Évidemment, la personne en premier, l'individu, la liberté, tout ça, ce sont des belles idées. Mais si derrière, c'est l'idée de laisser la personne seule, sans les protections collectives, vous êtes responsable de vos réussites, oui, mais aussi de vos échecs. Donc si vous êtes licencié, et j'ai vu vraiment dans mes entretiens des choses très particulières. Les salariés, c'était avant que ce soit Sanofi, c'était les médicaments, les centres de recherche, c'est la même histoire il y a 20 ans. Et en réalité, il me disait, on sait que c'est une restructuration de compétitivité. On sait que nous, on produit des médicaments à 2 € et qu'ils préfèrent, direction d'entreprise, aller créer des blockbusters ailleurs. Donc, c'est une restructuration boursière, on le sait, on se bat, on essaie de... Bon, ils n'ont pas réussi, mais ils ont essayé, on essaie de racheter le site, on essaie de faire des actions en justice. Mais à la fin, il me disait, mais quand même, qu'est-ce que j'ai mérité, moi, pour être licencié? C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas il y a une lame de fond de psychologisation presque, si c'est tombé sur moi, ma note professionnelle est catastrophique, pourquoi ils m'ont gardé 20 ans, ils m'ont mis 0 en note professionnelle? Alors qu'en fait, bon, les notes professionnelles à ce moment-là ne veulent rien dire. C'est justifié a posteriori qu'on va supprimer des centaines d'emplois. Donc c'est pour vous dire que même quand on sait que c'est un licenciement boursier, qu'on se bat pour ça et qu'on a la chance qu'il y ait une solidarité, enfin la chance du point de vue des salariés bien sûr, pour se mobiliser et essayer... Mais en fait, il y a comme un élastique dans le dos qui renvoie à, parce que vous êtes socialisé dans l'idée que vous êtes responsable de vos échecs comme de vos réussites. C'est pas d'ailleurs que dans le travail, hein. On est prof à l'université. Moi, je vois bien cette injonction à la professionnalisation à l'université. On va dire à nos étudiants, nous on le sait qu'il y a de l'inégalité. On le sait qu'il y a des transformations de l'université qui fait que tout le monde ne va pas réussir sa première année de sociologie. C'est pas que parce que l'étudiant n'a pas assez donné, c'est parce qu'il n'y a pas assez de profs, parce qu'il n'y a pas assez de bancs dans l'hémicycle de nos universités à nous. Et ben on leur dit, si on fait un discours très méritocratique, on culpabilise les individus et on cache du coup les causes structurelles. Moi, mon rôle, et aidé par mes collègues, ça a été de justement faire remonter à la surface ces causes structurelles pour remettre à leur place, c'est-à-dire dans une toute petite place, les causes individuelles. Voilà, comme pour moi, il y aurait quelque chose à défaire sur ce mythe de l'individu autonome et responsable, parce que c'est peut-être une façon de ne pas se poser de grosses questions très ennuyeuses sur quel fonctionnement économique, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on légitime des suppressions d'emplois, des délocalisations.
Parce que peut-être ce sont des stratégies offensives et c'est ces stratégies-là sur lesquelles il faudrait discuter plutôt que sur quel plan d'accompagnement au bout du compte on va. Enfin, c'est les deux en tout cas. C'est aux deux échelles, à mon avis, qu'il faut que la réflexion soit conjointe. Moi, je voudrais juste rajouter un petit mot par rapport à ça. On est dans une idéologie... Excusez-moi, Madame Guiovard, je pouvais couper votre micro, s'il vous plaît. Une idéologie aussi quand même assez particulière, dont une idéologie managériale. On est quand même dans le cadre du lean management. Alors, vous savez ce que c'est le lean management? C'est le management de la minceur, de la maigreur. Et ben oui, mais c'est faire plus avec moins. C'est explicitement dit. On peut pas dire... On ne peut pas mieux banaliser, me semble-t-il, sur le mode idéologique. Je l'ai mis en place dans les entreprises dans lesquelles je suis passé. Je ne suis pas d'accord avec vous, madame, mais vous êtes libre de ce que vous voulez. On peut faire du lean management sans aller vers le licenciement, bien sûr. On peut, enfin, oui, mais alors c'est pas vraiment du lean, parce que le lean, c'est faire plus avec moins, c'est-à-dire moins d'effectifs, moins de budget, ben oui, et moins de temps. C'est ça. Mais le lean management, il se décline de cette manière-là. C'est comme Taylor faisait la chasse au temps mort. Le lean management fait ce qu'il appelle la chasse à la graisse, là où il y en a trop, on pourrait s'en passer. Donc c'est effectivement pas du tout une orientation qui privilégie l'emploi dans sa qualité pour produire, mais la rentabilité immédiate de cet emploi. Donc voilà. Et je pense qu'aussi, il y a une idéologie qui est difficile, c'est celle et qui correspond tout à fait à ce que tu disais sur le mérite, etc. Une dévalorisation des chômeurs, c'est-à-dire on considère les chômeurs comme des gens sans utilité, voire comme des parasites. Vraiment, on est dans une société qui pénalise beaucoup les gens qui font les frais de cette logique. Et voilà, enfin, je voulais juste... Peut-être faudrait que vous réfléchissiez sur le lean management. Non, mais c'est quelque chose... Moi, ça me fait penser. T'es pas d'accord? Après la discussion... Mais il me fait penser. J'étais faire une enquête dans une entreprise. C'était là où effectivement, sur les usines de montage, les uns étaient les clients fournisseurs, ils avaient des objectifs personnalisés, etc. Et je voulais rencontrer le directeur de l'entreprise et on me disait, parce que je voulais le rencontrer à midi entre mes enquêtes, il n'est pas disponible. Au bout de 2 semaines, on m'a dit où il était tous les midis. Il était en prière à l'église parce qu'on avait mis son établissement, je ne dirais pas quelle société c'était, mais il y avait 5 établissements qui produisaient en France la même chose et le siège avait dit nous allons réduire à 4. Donc nous allons supprimer un de ces établissements. Voilà. Et le directeur de cet établissement allait prier tous les jours à l'église parce que notamment il y avait beaucoup de femmes célibataires qui étaient ouvrières dans cette usine et il était malheureux comme tout. Mais voilà, c'était une décision du siège. On en a 5, on peut faire avec 4, autant. Voilà. Donc le lean management, la lean production, ça veut dire quelque chose quand même. Une intervention au niveau législatif. Jusque la loi de 2013, les employeurs ont été soumis à la menace de voir les comités d'entreprise faire annuler les licenciements et le procédure de licenciement devant la justice. Et c'est vrai que la loi de 2013, elle a terminé cette démarche en introduisant 2 choses, en privilégiant la négociation syndicale, et donc une négociation qui a tourné autour des contreparties en termes de suppression d'emplois qui n'ont plus été discutées par les élus du personnel, et en privilégiant une homologation administrative par des fonctionnaires des DRETS qui ne sont pas des inspecteurs du travail, sur des bases purement bureaucratiques. Et donc là, on a une facilitation très importante du licenciement sur la base d'une démarche indemnitaire qui d'ailleurs était initiée dès 2005 avec le volontariat reposant sur de bonnes indemnités pour inciter les gens au départ. Voilà, donc c'est un petit élément qui me paraissait important à rappeler. Peut-être rappeler aussi l'importance de ce que l'on appelle l'information-consultation du comité d'entreprise et la participation des salariés que cela permet. Les législations successives de 2016, de 2017, de la loi de ratification des ordonnances du 29 mars 2018,
elles ont été dans le sens d'un amoindrissement considérable du poids du comité d'entreprise, devenu comité social et économique, dans la vie de l'entreprise et dans les choix de l'entreprise. Je pense que ça contribue aussi, en dessaisissant les représentants du personnel du destin de l'entreprise, ça contribue aussi à la perte de sens du travail et à la facilitation des licenciements pour des gens qui ensuite attendent une seule chose, c'est la prime pour pouvoir partir en pré-retraite le plus tôt possible. Merci, Président. Une dernière, du coup, j'ai réduit, je passe de 4 à 2, comme ça les collègues pourront en poser. Et de fait, vous avez répondu à des questions que j'avais anticipées. Je vous en remercie par anticipation. Non, j'avais une question, vous avez abordé tout à l'heure assez succinctement la question de la perception du chômage et des chômeurs dans la société. J'aurais voulu que vous puissiez étayer cette description et peut-être nous dire, d'après vous, d'où elle vient. Est-ce qu'elle vient de structures anciennes ou est-ce qu'elle vient aussi d'un récit politique, médiatique, des débats qui entourent les lois que nous faisons ici, qui a tendance progressivement à rendre les chômeurs responsables de leur chômage et qui contribuerait aussi d'ailleurs à ce climat anxiogène que vous avez décrit, de mise en tension et de maltraitance dans la structure même du travail. Oui, alors je vais faire plus court. Oui, je pense que on est passé... Ça, c'est les économistes qui le disent, d'une vision d'un chômage involontaire à une vision d'un chômage qui serait volontaire. Et moi, j'aime bien m'appuyer sur le titre d'un ouvrage d'Emmanuel Pierru qui disait qu'on est passé d'une guerre faite au chômage à une guerre faite aux chômeurs. Et vous avez également d'autres sociologues, sont Serge Pogam et Nicolas Duvaux, qui ont travaillé sur la régulation des pauvres et qui montrent cette perte d'empathie vis-à-vis des chômeurs. Donc, je pense que voilà, plutôt que de voir un chômeur victime, on est passé à des logiques d'activation de droits où on est responsable de sa situation de chômage et les aides sont conditionnées à plusieurs critères. Donc je pense que il y a quand même beaucoup de travaux en sociologie qui montrent cette perte d'empathie autour des chômeurs. Voilà. Est-ce qu'on fait la guerre au chômage ou est-ce qu'on n'est pas venu aujourd'hui à faire la guerre au chômage? Monsieur Didri, vous voulez réagir, puis après Je Madame voudrais Minard. peut-être réagir pour apporter une petite nuance par rapport à ce propos. C'est que nos concitoyens connaissent souvent le chômage, à différentes occasions, notamment dans leur entrée dans le monde du travail. Et je crois que c'est de nature à nuancer, disons, le manque d'empathie à l'égard des chômeurs, parce que c'est une condition que nombreux sont les gens à avoir connue. Voilà. Moi, je voudrais juste rajouter qu'il y a un climat idéologique qui date depuis un certain temps. Depuis d'ailleurs, moi je le date comme ça, il y avait une émission sur Vive la crise avec Yves Montand, voilà, et qui a lancé un peu la tonalité de cette idéologie qui était de dire voilà, la crise est bienvenue parce qu'elle va remettre les Français au travail. Pardon, au travail. Effectivement, ça a lancé cette espèce d'image de Français un peu frileux quant au travail, qui a été largement repris par les politiques ensuite, par Raffarin, qui était au Québec et qui disait il ne faut pas que les Français considèrent que la France est un jeu de Luna Park, etc. Il serait bien qu'ils se remettent au travail. Ça a été repris par le président Sarkozy qui faisait sa campagne. Il faut réhabiliter la valeur travail, soi-disant que les Français n'étaient pas très intéressés par le travail. Et puis, l'opinion publique a embrayé pour une simple et bonne raison que tout le monde insistait sur la loi des 35 heures, que n'ont pas les autres pays, sur l'enflure du code du travail tellement protecteur. Et ça a développé cette idée en France très nocive. Que les fonctionnaires ne travaillaient pas, mais vraiment c'est catastrophique, que en général les Français étaient plutôt enclins à penser à bien manger, à se reposer qu'à travailler, ce qui est totalement contraire à ce que montrent toutes les enquêtes sur le rapport au travail des Français. Parce que pour les Français, les enquêtes européennes le montrent, le travail, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc là, on est dans une idéologie fallacieuse. Moi, je me souviens, j'avais fait une enquête devant, c'était pour le secteur hospitalier, il y avait le directeur du plus grand hôpital régional, j'avais fait mon introduction et il me dit, la réponse c'était en gros, Madame, je vais bientôt faire un voyage en Inde, je vous propose de venir avec moi et vous verrez ce que c'est que véritablement le travail. Voilà, bon.
Pour vous dire, non mais il y a cette ambiance que, voilà, on ne travaille pas assez, et si on est au chômage, bon, on est plutôt un parasite qu'un bon citoyen. Il y a eu aussi une réforme du chômage qui a été... Ah, pardon. Une réforme du chômage qui a été extrêmement contestée, notamment devant le Conseil d'État, et retoquée à plusieurs reprises, et qui a contribué à amoindrir considérablement l'indemnisation des chômeurs. Donc de ce point de vue-là, le chômage devient un sujet de crainte plus qu'un moment de conversion, de retour sur soi-même, etc. Et on peut aussi évoquer cette injonction à la responsabilisation individuelle dans la manière de traiter le chômage. C'est quand je parlais d'une vision d'un chômage involontaire à volontaire, évidemment, les théories derrière, enfin plutôt les pratiques derrière qui sont promues ne sont pas les mêmes. Et depuis... je crois que c'est depuis les milieux des années 90, c'est pas une mise en musique nationale, c'est européen, avec la stratégie européenne pour l'emploi, les grandes orientations pour l'emploi, insiste sur quoi? Sur la formation tout au long de la vie, l'injonction à l'employabilité, que l'individu doit lui-même veiller à son attractivité sur le marché du travail. Et là aussi, l'individu, certes, avec peut-être des aides, c'est pas la question, bien sûr, mais l'idéologie derrière, c'est que on doit soi-même se former. Je crois que derrière, c'est aussi les théories du capital humain, hein, de dire qu'on doit, faire fructifier ce qu'on est comme un capital. Et donc dire ça, d'un côté, c'est faire valoir la formation, hein, et la formation, c'est quelque chose qui potentiellement qui peut être beau, l'émancipation, l'égal accès à la formation, etc. Mais derrière, c'est aussi dire, ça repose sur l'individu. Et donc, insister beaucoup sur les politiques de formation et d'injonction à l'employabilité, c'est insister moins sur des politiques macroéconomiques et sur des facteurs structurels. Forcément, si on appuie sur l'un, on n'appuie pas sur l'autre. Je vais laisser la parole à ma collègue Madame Mercier qui avait des questions à poser. Je ne sais pas, peut-être Monsieur Clouet, après, vous avez des questions aussi. Oui. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Merci à vous pour avoir remis le travail au cœur de la discussion, parce que je crois qu'à l'Assemblée nationale, on n'en parle pas suffisamment. On parle des salaires, on parle des charges sociales qui pèsent sur les entreprises et non pas les contributions. On parle du chômage, on parle des licenciements, mais on ne parle pas vraiment du travail. Et la question du travail me paraît, moi, centrale dans ces débats. On s'est intéressé peu à la qualité du travail parce que pendant longtemps, on a combattu le chômage de masse. Et donc, on a plutôt essayé de trouver des dispositifs d'employabilité quantitatifs. Et de fait, aujourd'hui, on a du mal à remettre au cœur du sujet c'est quoi un travail, quel est le sens qu'on donne au travail, quelle est la qualité d'un travail, enfin, bon, tout ce que vous avez très largement évoqué, dont les conditions de travail, le management, etc. À ce sujet, j'invite le Président à lire l'excellent ouvrage de Thomas Philippon sur le capitalisme d'héritier, sur la question du management. Il verra qu'en France, et y compris dans les grandes entreprises privées, on n'est pas forcément les meilleurs. Je vais revenir sur un point que vous avez évoqué. Alors, Madame Linhart en a parlé en parlant de la participation des salariés et notamment les lois Auroux avec le droit d'expression directe. Moi, je vais revenir sur le droit d'expression indirecte et notamment la représentation des élus, des syndicats et le dialogue social au sein des entreprises. Et M. Didry l'a évoqué en disant qu'effectivement, on a un certain nombre de réformes et notamment les ordonnances de 2017. On peut parler aussi de la loi Avenir professionnel qui a aussi des conséquences. Sur le dialogue social et l'affaiblissement du dialogue social, nous avons vu les représentants syndicaux la semaine dernière disent que le lien établi entre les salariés, les représentants des salariés et les entreprises se distend depuis la mise en place des CSE, et notamment toutes les discussions stratégiques, économiques. Alors il y a aussi toute la question de la sécurité au travail qui là est un vrai sujet, mais comme aujourd'hui on parle des licenciements, je vais me concentrer essentiellement sur ce sujet. Depuis la fusion des IRP, donc l'affaiblissement des discussions économiques et stratégiques entre les entreprises et leurs salariés, est-ce que vous avez observé ça dans vos études, dans vos analyses, pour être aussi un facteur on va dire, de banalisation des licenciements et aussi un manque de stratégie. L'entreprise, ça a été évoqué là par les entreprises elles-mêmes, disant que parfois, souvent même, les entreprises ont peu de stratégie. Alors, elles ont des stratégies à long terme et des logiques
managériales visibles, mais parfois économiquement, elles se sont un peu le nez sur le guidon et qui manquent des instances de discussion. Alors, l'entreprise n'a jamais été une instance démocratique, on le sait, mais en l'occurrence, elle ne profite peut-être pas assez de ce dialogue possible avec ses salariés pour faire émerger des idées, des stratégies, des éléments de discussion qui pourraient les sortir parfois de l'impasse dans laquelle elles sont. Voilà, c'est un peu global. Merci. Oui, merci beaucoup pour ce retour sur ce qu'on appelle le dialogue social et en un sens à la fois la négociation d'entreprise et l'information-consultation du comité d'entreprise. Les enquêtes que j'ai menées récemment sur la négociation d'entreprise me montrent que, en fait, les entreprises sont souvent sous le chapeau de groupes dans lequel la discussion est entravée par la pression de ce groupe. Donc, la filiale discute avec ses salariés, elle négocie avec ses salariés, mais par exemple, en termes de négociation annuelle des salaires, eh bien, le taux d'augmentation décidé, il est imposé par le groupe. Et il en va de même pour de nombreuses décisions économiques de fermeture, de licenciement, qui passent par des groupes qui ne sont pas les employeurs véritables des salariés, mais qui ensuite vont imposer des décisions qui seront soumises à simplement une discussion de façade au niveau de l'entreprise. Par ailleurs, les ordonnances ont favorisé au niveau des établissements ce que l'on a appelé la création d'établissements distincts au sens de la gestion et non plus au sens de l'implantation territoriale. Et donc, on a des établissements qui sont extrêmement centralisés et qui empêchent une discussion sur le terrain. Donc là, on sera plutôt aussi sur les questions de santé-sécurité. On l'a vu notamment à la SNCF. On le voit aussi dans le cas de Orange, avec, disons, 2-3 comités socio-économiques d'établissement dans une entreprise qui fait plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers de salariés. Donc, ces choses sont complexes, mais concourent toutes à bloquer la discussion et l'implication, la participation, je dirais au sens constitutionnel du terme, des salariés par l'intermédiaire de leurs représentants à la gestion de l'entreprise. D'autant qu'on a du mal aussi à savoir ce qu'il en est de l'entreprise elle-même dans cette concentration du capital et du pouvoir économique et cette dispersion des filiales et des sous-traitants. Moi, je voudrais juste, merci de votre question, je voulais juste peut-être donner l'éclairage des monographies d'entreprises que j'ai réalisées, où j'ai suivi en fait, dans un cas, une intersyndicale qui s'était créée pour essayer de s'opposer à la fermeture du centre de recherche et développement dans l'industrie pharmaceutique. Et dans l'autre cas, pas du tout d'intersyndicale et des actions que individuelles, éventuellement au prud'homme ou des actions de ce type. Ce que j'ai essayé de voir, c'est effectivement pourquoi, et d'autres sociologues se posent cette question de pourquoi aujourd'hui l'énergie à déployer pour essayer de faire une brèche ou au moins de pouvoir faire valoir du caractère éventuellement illégitime d'une décision de licencier, pourquoi cette énergie à déployer est beaucoup plus importante. Il y a vraiment ces freins structurels et l'évolution des lois montre cette perte vraiment forte de vitesse, enfin perte de force quoi, de la mobilisation et notamment avec depuis la loi travail le fait que les accords d'entreprise priment sur les accords de branche et donc ça veut dire que là aussi on est à chaque fois sous couvert de mettre en avant la négociation, on est aussi sur le bon vouloir localement du rapport de force qui sera institué. Et on sait que avec tout ce qu'on a raconté sur l'individualisation et bien d'autres éléments, mais il y a en fait une très forte difficulté à ce que les syndicats et les salariés, tous individualisés, se mobilisent. Et donc, en fait, moi, ce que j'avais observé, c'est que c'est la stratégie d'opposition de salariés éventuellement mobilisés contre, aux côtés de certains représentants syndicaux. Parfois, il se crée une intersyndicale, mais elle ne tient. Quand elle tient, c'est extraordinaire. On en fait des bouquins, d'ailleurs, on en fait des livres, parce que c'est dur à tenir. Et donc, finalement, je me suis aperçue que... après, il peut y avoir parfois des stratégies de création d'alternatives. On essaie de racheter le groupe, mais la plupart du temps,
ce qui l'emporte, c'est une stratégie d'accompagnement, c'est-à-dire on va essayer d'augmenter l'enveloppe pour la formation, on va essayer que les primes soient plus élevées, et je n'ai aucun mépris pour ça, parce que ça change la vie des gens au final, mais c'est parfois par dépit, c'est-à-dire que les intersyndicales se dissolvent, ou les gens mobilisés, par dépit, font que de l'accompagnement, ce qui change la vie des gens, oui, certes, mais ça veut dire qu'en faisant de l'accompagnement, c'est aussi dire toute l'impuissance à peser, à faire valoir des recours en justice. Et c'est là où le poids des contre-expertises... J'avais fait une formation auprès de conseillers prud'homaux, mais on parlait de questions syndicales. Ils disaient, mais aujourd'hui, il faudrait que nous, qui sommes salariés et qui donnons notre temps pour l'intérêt des autres salariés, mais on n'a pas de formation juridique. Puis quand on demande les chiffres, on les a pas. Et puis quand on fait venir un contre-expert pour c'est difficile. Et puis moi, j'étais intervenue dans une réunion et on m'avait dit, vous êtes partiel et partial. J'avais dit, je voudrais bien ne pas être partiel et partial, mais alors donnez-moi vos chiffres, donnez-moi. Donc, il y a une volonté, de toute façon, il y a une volonté claire de ne pas peser dans tout ce qui pourrait peser, c'est-à-dire les stratégies d'emploi, les orientations. Et l'idée, c'est quand même de cantonner les salariés mobilisés et les syndicats qui les soutiennent à la taille de l'enveloppe. Et même si ça change la vie des gens, c'est quand même une vision très, très restreinte, très, très sur la procédure, quoi, ou sur la taille de l'enveloppe. Donc ça me semble être très mince, quoi, comme... Mais il me semble, tu évoquais les actions en justice, il me semble que la loi de 2013 a été particulièrement néfaste dans ce domaine, en confiant, et le conseiller Olivier Dutheillet de la Motte le confesse 10 ans après, en confiant ce contrôle à l'administration et à la justice administrative, on a désarmer les comités d'entreprise de cette arme importante que constitue la possibilité de demander la nullité des licenciements et des procédures de licenciement. C'est fondamental. Je crois que là, s'il y a une action législative à mener, c'est ce retour sur la loi de 2013 qui a inauguré le quinquennat de M. Hollande de manière malheureuse et qui a conduit à une hémorragie du point de vue des droits des salariés dans les restructurations. Voilà. Donc pour moi, c'est le point sur lequel j'aimerais plaider, redonner au comité social et économique le pouvoir, non pas à la négociation, mais à la consultation et à la participation à la gestion de l'entreprise à travers des outils juridiques et notamment dans un état de droit à travers le recours à la justice et à la capacité de contrer le pouvoir absolu de l'employeur. Il reste encore 9 minutes et je sais que M. Clouet avait une ou plusieurs questions à poser. Je vous en prie, chers collègues. Merci beaucoup, Adrien Clouet, député LFI. Je ferai une seule question parce que beaucoup sont passés et aussi parce que, évidemment, la cloche me rappelle à l'ordre. C'est une question sur les modalités de la rupture du lien entre employeurs et salariés. Puisque le licenciement économique, on le sait, il est progressivement grignoté par un ensemble d'autres modalités en fait, de mise à mal de la force de travail, période d'essai, CDD, rupture conventionnelle individuelle ou collective. Et est-ce que ces modalités de mise au chômage des individus, dans les travaux les plus récents que vous conduisez, montrent d'autres conséquences en matière de parcours professionnel, en matière de rapport au travail, en matière de vulnérabilité des personnes? Dit autrement, est-ce qu'il s'agit stricto sensu de manière de mener des licenciements économiques déguisés dans beaucoup de cas, ou est-ce que ça a d'autres implications, y compris parfois encore plus graves que le licenciement économique, pour la trajectoire des personnes concernées? Ma réponse, monsieur le député, est qu'on ne le voit pas vraiment. C'est-à-dire qu'on a certes 500 000, par exemple, ruptures conventionnelles, mais les données de l'enquête emploi nous montrent une stabilité des salariés dans l'entreprise qui demeure à un niveau élevé, voire qui en moyenne s'accroît. On constate également un niveau de CDI et de statut de la fonction publique qui reste fort important dans la population en emploi. Et je pense que c'est un constat à faire par rapport aux possibilités législatives, par rapport aussi aux possibilités d'action pour les représentants syndicaux. On a une population
qui, de ce point de vue, demeure stable et peut-être que c'est aussi un atout pour la connaissance du travail, etc. Donc, ces modes de rupture du contrat de travail, ce sont des modes de rupture qui sont souvent des modes du désespoir et dans lequel c'est l'indemnité qui achète la peine, en quelque sorte. Il y a aussi cette part de démission qu'on peut constater. Alors, cette part de démission, elle est l'expression de quelque chose, d'un malaise au travail. Elle peut être aussi l'expression d'une certaine prospérité. C'est-à-dire que une des questions qui nous étaient soumises faisait état d'un cabinet californien, Ralph, je ne sais plus, bon, Alf, sur le rapport de force plus favorable, soi-disant, aux salariés dans le contexte de reprise économique. Ça n'est pas totalement faux. Il y a des travaux de la DARES qui montrent une certaine mobilité qui est liée à la capacité de trouver un emploi mieux rémunéré, plus intéressant. Bon, ça peut arriver, mais les choses demeurent dans un niveau quand même assez limité. Donc il ne faut pas exagérer sur ce point-là. Alors, je ne suis pas sûre de bien répondre à votre question, en vérité, mais en tout cas, moi, j'ai juste envie de répondre par les réponses qu'ont fait les DRH, c'est-à-dire ceux qui, justement, les gèrent, plutôt que par les salariés ou par les statistiques qui sont dures à interpréter. En tout cas, c'est vrai que la palette pour les directeurs des ressources humaines, qui disent eux-mêmes, moi, je suis rentrée dans l'entreprise, j'ai choisi les RH pour justement faire valoir une vision humaine dans l'entreprise et je suis devenue un faiseur de plans sociaux. On parlait à ce moment-là des blasés du licenciement, les chercheurs parlaient comme ça des DRH. Donc là aussi, on a la question de ceux qui font, c'est aussi ceux qui souffrent, comme on disait tout à l'heure pour Pôle emploi. Les DRH, j'en ai vu beaucoup qui me disaient je gère toute la journée des tableaux Excel. C'était un grand groupe dans l'énergie qui gérait des milliers de suppressions d'emplois dans toute l'Europe. Et elle me disait qu'elle avait du mal à se regarder le soir dans la glace. Enfin, ça, elle me le disait au bout d'1 heure et demie d'entretien. Et donc, elle essayait de se persuader que derrière ces lignes de tableaux Excel, il n'y avait pas des gens. Et elle m'expliquait, ma mission, c'est le signe sur le lac, pas de bruit. Et donc, je dois gérer stratégiquement l'information. Je gère plusieurs filiales, mais on donne les informations filiale après filiale parce qu'il ne faudrait pas que le groupe s'aperçoive qu'en fait, derrière, il y a un plan licenciement européen qui pourrait faire une levée de bouclier collective qui serait puissante et qui pourrait mettre à mal la stratégie de l'employeur. Donc, on y va. Elle me dit, j'ai des primes sur une culture du secret et d'une utilisation stratégique, ce qui fait que, comme pour l'usine Chausson, qui a été, avant le plan social, les salariés nous disent que pendant 5 ans, il y a tout un tas de rumeurs. Et on ne sait pas, du coup, si on peut y aller ou pas. Et comme l'entreprise n'est plus intégrée, mais qu'il y a plein de filiales, on peut jouer là-dessus aussi. Et du coup, ce que me disent les DRH, qui donc ne sont pas très bien avec tout ça, certains le font avec zèle, mais on se demande si derrière le zèle, il n'y a pas aussi l'impuissance, quoi. Je ne sais pas comment faire autrement, je ne peux rien faire, donc finalement, je vais le faire quand même. Et là, ils montrent toute la palette d'outils qu'ils ont face à eux. Et le licenciement pour motif économique, c'est qu'une modalité, mais évidemment, le retour au volontariat, c'est incroyable, le terme aussi. Vous êtes volontaire, oui, bien sûr. Mais si je ne suis pas volontaire, je suis licencié. Alors voilà, il faut remettre dans le contexte le volontariat. Le rupture à l'amiable, par consentement mutuel comme le divorce, là aussi c'est fort comme terme, à l'amiable, comme s'il y avait un rapport de force égalitaire, donc entre l'employeur et le salarié. Les pré-retraites dont on peut penser qu'elles sont une bonne solution. Moi j'ai vu que des pré-retraités qui me disaient qu'on leur avait volé leur fin de carrière, que ça mettait à mal la transmission vers les autres générations, c'était un gâchis immense en fait. Bon, les licenciements pour motif personnel, les transactions également. Donc en fait, moi j'ai découvert véritablement par ceux qui les mettent en musique, et avec beaucoup de résignation de leur part aussi. Et donc, quand on leur disait, mais comment faire, en fait, vous, ça vous va, c'est votre... Enfin, je leur disais pas comme ça, mais est-ce que c'est votre vision des ressources humaines en entreprise ? Eh bien, il y avait ceux qui disaient, je sais que ça doit être fait, donc j'essaie de le faire le plus humainement possible, parce que de toute façon, on n'y peut rien. Derrière nous, c'est la fatalité du marché, des choix offensifs contre lesquels on ne peut rien. Et tous ceux qui étaient très, très critiques vis-à-vis de cette propension à faire des restructurations de croisière, le cœur du métier des DRH, et ben en fait, ils ne restaient pas dans l'entreprise. Et ça pose question. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre la parole et infléchir des choses au niveau de l'entreprise ? On en sort, on devient RH indépendant, ou on se reconvertit totalement.
Donc ça veut dire qu'il y a bien une vision, enfin en tout cas moi de ce que j'ai vu, d'une impossibilité de prise de parole dans l'entreprise, et que finalement, il vaut mieux en sortir pour aller... voilà, parce que les prises de parole critiques sont assourdies de la même façon que la violence est atténuée, euphémisée. Les critiques sont assourdies, et donc pour prendre la parole, l'énergie à déployer, elle est considérable. Un autre élément, je crois que ce que nous touchons là aussi, c'est à la nécessité d'élargir le débat au-delà simplement du droit du travail. Et ce que l'on voit, c'est un besoin d'État qui touche aussi les entreprises privées dans leurs défaillances. On parle des défaillances de l'État, il faut parler des défaillances des entreprises et du besoin peut-être, et j'avancerai ce terme devant mon collègue Clouet avec hésitation, d'un besoin d'une planification industrielle, comme en son temps, il y eut une planification écologique avancée par votre parti. Et ce besoin, il se fait sentir aujourd'hui de manière urgente, et je dirais que ce sont les deux qu'il faut faire rejoindre, en se disant qu'une industrie localisée en France dans des conditions environnementales correctes, c'est moins de transport, c'est moins de pollution, c'est moins de surexploitation dans les pays lointains. Je me permets pour mettre en contexte votre remarque, collègue, parce que vous êtes tous les deux sociologues, c'est bien ça. Voilà, c'est parce que comme toute la France nous regarde en direct, c'est pour permettre à chacun et à chacune d'avoir information. C'est pas un problème, c'est juste pour que chacun et chacune puisse mettre dans le contexte votre propos. Et c'est en aucun cas une critique, mais plutôt une information. D'ailleurs, voilà, votre voisine se pose la question aussi. Mesdames et messieurs, mesdames plutôt, monsieur, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui pendant 2 heures. Les débats ont été longs, ont été intéressants, enrichissants. Il se pourrait d'ailleurs que même si c'était long 2 heures, c'était relativement court par rapport à tout ce que vous souhaitiez nous donner comme information. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, de nous faire suivre par écrit vos réponses. Je pense que ce serait d'ailleurs intéressant que vous puissiez le faire. Et puis aussi, il se pourrait qu'en partant, vous vous dites « Ah mince, j'ai oublié d'apporter cet argument qui était pour moi ô combien important ». Un dernier point. Je voulais évoquer, j'ai évoqué Dorvia, je crois, cette entreprise qui ferme ses bureaux d'études. C'est dans une ville que j'aime beaucoup et qui s'appelle Méru, dans l'Oise, là où Chausson a été fermé, donc dans ce territoire désindustrialisé qui est aujourd'hui ouvert au vent des extrêmes. Et Méru est une ville dont la culture industrielle mérite d'être saluée, car elle a traversé les âges jusqu'à aujourd'hui. Je crois que vous avez réveillé les passions de monsieur le rapporteur qui veut dire un mot. Non, mais j'y suis sensible. Méru a notamment eu un très bon premier adjoint entre 1979 et 1990. C'était mon grand-père, Serge Lucas. Donc c'est une ville que je connais bien et qui effectivement un territoire qui s'ouvre beaucoup et où les réponses aujourd'hui qu'on doit apporter sont nécessaires. Donc pour finir mes conclusions, voilà, n'hésitez pas de nous faire suivre par courrier, bien sûr, les réponses aux questions, mais toute autre analyse, remarque, réponse que vous n'avez pas forcément pu amener jusqu'au bout au vu du temps qui nous était alloué. Voilà, n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. Un grand merci pour les échanges d'aujourd'hui. La séance est levée.